On est réunis donc pour 2 heures ce matin pour parler de deux sujets en fait extrêmement chauds en Java, le pattern matching et la programmation asynchrone. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, depuis 5 ans, même un peu plus maintenant pour certains projets, il y a un certain nombre de projets qui ont été lancés à l'intérieur de cette association qui s'appelle l'OpenJDK. Euh, il y a 4 projets principaux. Alors, il y a de nombreux projets dans l'OpenJDK. Il y a 4 projets principaux qui ont un impact direct sur la façon dont on écrit du code en tant que développeur. Ces 4 projets sont Amber, Loom, Valhalla et, dans une moindre mesure, Panama. Alors, c'est peut-être des termes qui vous disent rien du tout. Le projet Amber, c'est celui qui a pour but d'amener le pattern matching dans le langage Java. Pattern matching, c'est pas un concept qui est nouveau, hein, c'est quelque chose qui est connu, enfin qui a été mis en musique dans la programmation fonctionnelle il y a une cinquantaine d'années déjà, hein, dans les années 70. Le projet Loom a pour objet d'amener les threads virtuels sur la plateforme Java également, et on va en parler très très précisément de ce truc-là. Donc pattern matching et programmation asynchrone sont les projets Amber et Loom. Cet après-midi, mon ami Rémi Forax vous parlera du projet Valhalla. Il vous dira exactement de quoi il s'agit avec le projet Valhalla. Et puis le quatrième projet dont on ne va pas parler aujourd'hui, c'est le projet Panama. Le projet Panama, ça consiste à faire fonctionner du code natif à l'intérieur de la JVM avec un modèle de programmation différent de celui qu'on a aujourd'hui, qui date d'il y a plus de 25 ans. Mais c'est un projet qui aura probablement moins d'impact sur le code qu'on écrit vraiment, à moins que vous ayez des besoins spécifiques en matière d'exécution de code natif dans vos JVM. Il y a beaucoup d'applications qui fonctionnent pas avec ça. Voilà. Donc avant de démarrer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'outil discussion de Zoom, dans l'outil questions et réponses. J'ai la fenêtre ouverte, donc je vais les voir en temps réel et je vais pouvoir y répondre en temps réel. J'ai envie de dire, si vous avez des questions au fil de l'eau, posez-les, mettez-les sur l'outil, puis je les gérerai en temps réel. N'attendez pas la fin, parce que à la fin, on risque de ne pas avoir beaucoup de temps et vous risquez d'oublier les questions que vous avez. Voilà. Donc on va commencer par parler de ce nouvel animal qui commence à arriver déjà dans la JVM et qui s'appelle le pattern matching. Alors déjà tout de suite, le pattern matching n'a rien à voir avec le pattern matching de chaîne de caractères. Ça s'appelle pareil, mais c'est complètement différent. Il s'agit en fait d'une nouvelle technique de programmation et on va voir exactement de quoi il retourne. Ok. Alors avant de commencer, quelques liens avec du contenu que je publie sur Internet. Vous pouvez aller chercher tout un tas de ressources sur mon compte GitHub, à la fois sur le pattern matching et sur les threads virtuels. Dès maintenant, je publie également du contenu sur YouTube en français et en anglais, dans le cadre de mon activité chez Oracle et également dans d'autres cadres. Et puis j'ai également des cours sur Pluralsight. Également un peu de publicité sur un site web qu'on a ouvert à l'occasion de la sortie de Java 17, donc il y a presque 2 ans, le site dev.java, qui est en fait aujourd'hui la documentation accessible, j'ai envie de dire officielle, entre guillemets, de la plateforme Java. Il y a énormément de ressources documentaires dessus, hein. Si vous imprimez tout, ça fait 2000 pages, donc surtout ne le faites pas, ça n'aurait vraiment pas grand sens. Et dans l'onglet Learn, vous avez à peu près toutes les ressources dont vous avez besoin, y compris sur le pattern matching, et il y a des choses qui vont arriver également sur le projet Loom. À l'intérieur du Java Platform Group chez Oracle, donc cette équipe d'ingénieurs qui en fait travaille sur le JDK, qui développe Java, il y a aussi l'équipe dont je fais partie, qu'on est l'équipe des développeurs advocates, et on publie tout un tas de choses sur le net, des vidéos, des podcasts. Moi j'aime beaucoup les podcasts. Voilà. Et puis également du contenu, des articles, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous connecter si vous en avez envie. Moi-même, je participe, enfin je fais plus que participer parce que je les crée. Je crée 2 programmes, un qui s'appelle le Jeb Café, qui a déjà pas mal couvert les threads virtuels, et puis un autre, une série de shorts, dont il y en a une soixantaine maintenant, qui s'appelle Cracking the Java Coding Interview. Donc c'est des petites vidéos d'1 minute sur un truc spécifique en Java. Voilà. Et puis alors ce podcast, c'est quelque chose qui est extrêmement riche, et si vous avez vraiment envie d'aller plus loin
d'approfondir tout ce que je vais vous raconter ce matin, je vous invite à aller chercher les épisodes qui portent spécifiquement sur le pattern matching et les threads virtuels. Voilà, sont des interviews en fait, ces épisodes, de gens qui travaillent explicitement eux-mêmes sur le pattern matching, donc qui développent le pattern matching et les threads virtuels. Voilà. Donc, le pattern matching, ça amène en fait une nouvelle technique de programmation en Java, qui est bien connue, qui est connue depuis longtemps, qui a été mise en théorie, enfin dont on a écrit la théorie il y a un moment déjà, qui s'appelle le Data Oriented Programming. Alors j'aurais pu appeler cette session Data Oriented Programming et la suite, mais Data Oriented Programming, ça ressemble un peu à un buzzword, à une espèce d'appât pour vous inciter à cliquer sur les choses. Et ce que je voudrais, c'est vous expliquer d'abord ce que c'est, en quoi ça consiste, pourquoi est-ce que Java, avant l'introduction du pattern matching, n'était pas adapté à ce genre de technique de programmation, comment est-ce qu'il va devenir adapté à ces techniques de programmation, et qu'est-ce que ça va apporter, à la fois dans la façon dont on peut écrire du code, mais aussi dans la façon dont on peut architecturer les applications. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'organiser les applications de façon différente. Voilà. La première chose que tout le monde connaît, que tout le monde sait, si vous avez bien suivi vos cours Java à l'université, à l'école ou partout ailleurs, c'est que Java, c'est un langage orienté objet. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire que Java est un langage orienté objet ? Ça veut dire plusieurs choses. La première chose, ça veut dire qu'on a l'encapsulation. Okay. Encapsuler des données, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'état d'un objet n'est pas directement exposé. Là, cette classe, elle cache le fait qu'elle porte un champ name. Ce champ, il est privé. Et elle expose ces données au travers d'accesseurs, alors qui peuvent être des accesseurs en lecture ou des accesseurs en modification si vous choisissez d'avoir des données qui sont modifiables. L'encapsulation, c'est le premier point de la programmation orientée objet. Le deuxième point de la programmation orientée objet, c'est que on peut définir des types, et on peut définir des types avec des interfaces. Donc une interface, c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est uniquement un type, ça qualifie juste un type, puisqu'il n'y a pas de code dans une interface, même si on peut mettre des méthodes par défaut depuis Java 8, okay. Et on peut étendre ces types, on peut faire du sous-typage. Donc là, je définis une interface que j'appelle named. Named définit une méthode qui s'appelle name, il n'y a pas de code dans cette méthode name, c'est juste une déclaration. Et puis je vais dire que le type city étant le type named. Alors la syntaxe en Java, c'est dire que city implémente name. Et la chose principale que ça me donne, c'est que je peux définir une variable de type named et lui donner une implémentation qui est city. La déclaration du type de la variable, c'est vraiment son type. Okay. Et comme le type city étant le type name, j'ai le droit d'écrire ce code. Ça, c'est quelque chose qui est autorisé. Ça, c'est le sous-typage. Donc encapsulation, sous-typage. Et la troisième caractéristique de la programmation objet, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme, pardon. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire que si je définis une variable de type name et que je dis son implémentation c'est city, si j'appelle la méthode name sur cette variable name, en fait l'exécution de Java, enfin le vrai code qui va être appelé, n'est connu qu'à l'exécution. Le compilateur, lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a une méthode name définie dans l'interface name, donc il est content. Okay. Mais il va pas lier, c'est pas le compilateur qui lie l'appel à name avec l'implémentation, c'est-à-dire la méthode name qu'il y a dans city. Le compilateur, il va juste faire une liaison entre l'appel à name et la méthode name qui est définie dans l'interface. Et ça, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme, le late binding, c'est-à-dire que la liaison entre cet appel de méthode et le vrai code qui est appelé n'est résolu qu'à l'exécution. C'est pas résolu à la compilation. C'est pour ça que ça s'appelle late binding, donc la liaison se fait tardivement, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc ces trois caractéristiques-là, c'est ce qui font la programmation objet. Donc ces trois concepts qui sont assez simples, qui sont assez universels, et qui ont eu pas mal de succès dans les années, parce qu'aujourd'hui, quand vous concevez une application, elle est entièrement fondée, elle s'applique entièrement, elle s'appuie entièrement sur ces concepts-là. Okay. Si vous créez un service REST, par exemple, votre service REST, il va faire appel à une API JSON, et en fait, ce dont vous avez besoin, c'est l'interface de cette API. Vous appelez les méthodes, et tout le code qu'il y a derrière,
bah, c'est une dépendance Maven, c'est du code tiers, c'est pas votre code. Mais ce code, il travaille avec un contrat, au travers d'un contrat avec votre application, et ce contrat, c'est en fait la définition de l'interface de fonctionnement de cette API. Et il en va de même pour l'accès aux bases de données, l'accès au système d'authentification, l'accès au cycle requête-réponse HTTP, etc. Tout ça, ça marche, ça se fonde sur cette idée-là. Et vous voyez que cette définition d'API, c'est-à-dire que dans votre application, ce qui compte en fait, c'est la définition de toutes les API, de tous les contrats d'interface qui existent entre le cœur de votre application, donc le code que vous avez vraiment écrit, et toutes les dépendances tierces que vous avez choisi d'utiliser. Ça, c'est ça qui est au cœur de ce truc-là. Donc en programmation objet, ce qui compte, ce sont les contrats d'interface, c'est ce qu'on appelle les API, mais API au sens contrat d'interface. C'est ça qui compte, c'est ça qui est au cœur de votre application, c'est ça qui fait que votre application fonctionne, et c'est ce qui dirige l'organisation de votre application, c'est-à-dire son architecture. Ok. Et ça marche depuis des années. Donc les contrats d'interface, c'est ce qui dirige la façon dont on écrit le code, c'est ce qui dirige la façon dont on organise les applications, dont on architecture les applications. Quand on fait de la programmation orientée données, on change de paradigme. C'est-à-dire qu'on se dit que finalement, ce qui compte, c'est pas les interfaces, mais ce sont vraiment les données. La programmation objet met les contrats d'interface au centre des préoccupations. La programmation orientée données, pardon, je crois que j'ai fait une erreur. La programmation orientée objet met au centre des préoccupations et au centre des applications les contrats d'interface, donc les API. La programmation orientée données met au contraire les données au centre des applications. Donc ce qui compte, c'est les données, c'est le type des données, et ce sont les caractéristiques de ces données, la façon dont ces données sont organisées. Alors qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche? Parce que c'est un changement de paradigme qui est un peu complet, on va dire. Et donc là, il y a un nœud au cerveau qui commence à se créer. Ok. Donc, en programmation objet, je modélise mon problème en utilisant des interfaces et des classes et en utilisant le late binding, donc cette capacité que, en l'occurrence la machine virtuelle, mais c'est vrai dans plein langage, hein, pas uniquement Java, que le code qui s'exécute peut se lier aux méthodes appelées à l'exécution et non pas à la compilation. Ok. Donc ici j'ai une classe que j'ai appelée City, d'accord, qui implémente cette interface qui s'appelle name. Elle a un état name en population, et comme mon interface définit cette méthode name, je peux créer en fait autant de classes que je veux, city et département, pour pouvoir implémenter cette interface. Et donc toutes ces classes proposent cette méthode name. Qu'est-ce que ça me permet alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a plusieurs impacts. Ça veut dire que quand je crée un département et que je veux faire de la validation, cette validation, il faut que je la fasse à la construction de mes objets. Okay. Ici, j'ai un département qui est défini sur un nom et sur une liste de villes. Donc, si j'ai besoin de faire de la validation, donc décider que ce nom n'est pas nul, cette validation, il va falloir que je la mette dans le constructeur de cet objet département pour garantir que cet objet est un objet valide. Et puis si j'ai besoin de me défendre contre des gens qui garderaient une référence sur ma liste de villes et donc qui pourraient la modifier alors que cette liste de villes devient l'état de mon département, j'ai besoin de faire une copie défensive. Ça, c'est l'encapsulation qui m'impose de faire ça. L'avantage d'avoir quelque chose qui se fonde sur les interfaces, c'est que si jamais je change mon interface, donc si je rajoute une méthode, par exemple j'avais juste une méthode named, je veux rajouter une méthode population, à ce moment-là, le compilateur va me dire, là il y a une interface dans laquelle il y a une méthode qui a été rajoutée, ou dont la signature a été changée, ou une méthode qui a été retirée, et le compilateur, lui, connaît toutes les implémentations de cette interface, toutes les classes qui sont éparpillées dans mon application et qui implémentent cette interface, il va pouvoir me dire, toutes ces classes-là ne compilent plus, et donc il va falloir rajouter du code, puisque le modèle de fonctionnement, qui est mon contrat d'API, a évolué. Il faut que toutes les classes qui soit sont clientes de cette interface, soit implémentent cette interface, vont devoir être revisitées pour éventuellement être corrigées. Donc d'un côté, l'encapsulation m'impose de construire mes objets correctement,
Ça, a priori, ça ne va pas changer. Et de l'autre côté, le contrat d'interface est garanti parce que le compilateur me dit, si le contrat d'interface change, le compilateur va me dire où est-ce que les implémentations qui changent, enfin, où est-ce que les implémentations qui doivent être mises à jour se trouvent, et il va m'indiquer où est-ce qu'il faut que je mette mon code à jour. Et ça, mine de rien, c'est une sécurité. Je ne peux pas me retrouver dans un contexte comme ça, je ne peux pas me retrouver dans une situation où quelqu'un a changé l'interface, mais manque de bol, l'implémentation n'est pas à jour, et donc je vais avoir un problème à l'exécution. Alors en fait, ça peut arriver encore, parce que comme on peut modulariser le code, à la compilation, si on se débrouille mal, on peut avoir ce genre d'erreur quand même. Mais en principe, on ne devrait pas l'avoir. Voilà. L'inconvénient, parce que donc ce service qui est rendu par la programmation objet, il a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que à chaque fois que vous avez une nouvelle demande business, bah vous allez vous retrouver, le réflexe, c'est de se dire, on va ajouter des méthodes dans les interfaces. Ok ? Et donc j'ajoute mes méthodes, je connais toutes les classes qu'il faut mettre à jour, je les mets à jour, et tout se passe bien. Et ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que je peux me retrouver à rajouter des méthodes dans les interfaces qui ne sont pas forcément nécessaires à l'intégralité des modules métiers sur lesquels je travaille. Si je travaille avec un objet contrat, par exemple, et puis j'ai besoin de rajouter un processus de signature de contrat parce qu'il y a un module métier qui a besoin de ce processus, bah, tous les modules métiers qui consomment cet objet contrat, qui sont clients de cet objet contrat, que ce soit au travers de la classe ou au travers de l'interface, vont voir cette méthode, y compris s'ils ne l'utilisent pas. Okay ? Et ça, c'est la violation d'un principe. En programmation objet, il y a ce qu'on appelle les principes solides. Voilà. Et le principe I, c'est le principe interface ségrégation, qui consiste à dire, bah, je ne veux dépendre d'une interface qu'en totalité. Si mon interface fait 15 méthodes, le code que j'écris, il doit utiliser ces 15 méthodes. S'il n'en utilise que 2, ça veut dire que je viole ce principe d'interface ségrégation. Et l'inconvénient, c'est que je peux me retrouver à devoir recompiler mon code si l'une des 13 méthodes qui restent est modifiée, alors qu'en fait, je ne l'utilise pas. Ok ? Je peux me retrouver dans cette situation-là, et ça, c'est une situation qui est négative. Le deuxième problème, c'est que, étant donné que si je gère pas bien mes dépendances, si je les gère de la façon que je viens de vous décrire, en violant le principe I, bah, je vais rapidement me retrouver dans une situation où rajouter du code, ça a un certain coût, puisqu'il faut que je mette mon application à jour, mais retirer du code, c'est un coût qui est infiniment supérieur, parce qu'il faut à chaque fois que je vérifie, ah ben ouais, mais je sais pas si ce module métier, il utilise bien cette méthode ou pas, et c'est pas forcément évident de détecter ça. Et donc on se retrouve dans une situation où on a un processus pour ajouter du code dans des interfaces, et le processus pour retirer ce code est beaucoup plus coûteux, donc éventuellement on ne l'utilise pas. Et un système dans lequel j'ai un processus pour ajouter du code en permanence, mais pour ne jamais en retirer, c'est un système dans lequel je vais me retrouver avec une application dans un état abominable très rapidement. Et quand on voit l'état de certaines applications, on se dit que effectivement, ça arrive, malheureusement. Okay, on se retrouve dans des applications avec du code dont on ne sait plus bien s'il est utilisé ou pas, c'est-à-dire du code mort. Aujourd'hui, il y a des applications dans lesquelles on peut avoir 20%, 40%, 50% de code mort, et la présence de ce code mort, elle vient du fait qu'il y a eu des besoins métiers qui ont disparu, mais qui n'ont pas correspondu à des simplifications de la base de code. Et si ces simplifications de la base de code, donc l'élimination du code qui n'est plus utilisé par le métier, n'a pas été menée à bien, c'est parce que justement on viole ce principe d'interface ségrégation. On écrit du code qui dépend de l'interface, mais qui ne dépend pas forcément de toutes les méthodes qu'il y a dans l'interface. Et donc ça, ces deux problèmes, c'est deux problèmes assez importants en programmation objet, et dont l'expérience prouve qu'ils ne sont pas forcément très bien gérés dans les applications. Ok, il faut que je pense à passer mes slides, sinon ça va moins bien marcher. Voilà. Alors comment est-ce qu'on s'y prend en Data Oriented Programming ? Le Data Oriented Programming, l'objet, c'est de régler ce problème d'interface ségrégation en disant, une interface, elle est là pour caractériser un type, et c'est tout. Elle n'est pas là pour caractériser le comportement. Et donc là, la contrainte, la conséquence, c'est que mon interface named de tout à l'heure, d'accord, elle n'a plus de méthode. Donc je vais juste dire que city et département implémentent named, mais ça n'impose rien sur le comportement de city et de département. Et
l'imposition du comportement, elle va être gérée directement dans le code client. Et c'est là que les choses se passent pas très bien. Ok? Parce que si je veux vraiment faire ça, bah, je me retrouve à écrire le code qui est à droite. C'est-à-dire que quand je reçois un objet named, il faut que je teste. Est-ce que j'ai une ville ou est-ce que j'ai un département? Et puis je vais faire un cast de name vers city pour pouvoir appeler la méthode name. Parce que je ne peux plus appeler name directement au travers de l'interface. En Data Oriented Programming, je perds la capacité que j'avais avant de faire du late binding, c'est-à-dire de dire bah, j'ai une méthode named sur mon interface, donc je vais l'appeler, et puis à l'exécution, le runtime va se débrouiller pour me connecter sur la méthode name qu'il y a dans City. Ça, c'est plus possible. Ok. Alors, on va passer dans l'IDE. Donc, ça va être un peu acrobatique, mais je pense que je vais y arriver. Voilà. Ok. Donc normalement maintenant vous devriez voir mon IDE. Ouais, c'est tout bon, merci. Ouais, merci Ariane. Donc j'ai bien mon interface named. Dans mon interface name, j'ai ma méthode name. Là je suis en programmation objet. J'ai ma ville qui est ici, qui implémente named, et comme c'est un record, dans un record, j'ai directement, j'aurais pu en faire une classe d'ailleurs, j'ai directement, vous savez quoi, je vais en faire une classe. Je peux convertir ça en classe directement? Voilà, pof. Merci mon IDE. Donc j'ai une classe name, on va revenir au record tout de suite, hein, vous inquiétez pas. D'accord? Avec ma méthode name, j'ai ma méthode equals et hashcode, j'ai ma méthode toString. D'accord? Et puis j'ai mon champ name qui est là. Et dans le constructeur, c'est là que je fais ma validation. Donc je veux pas de ville avec un non nul, donc j'ai un object require non nul. D'ailleurs ça, je pourrais le mettre directement là, puisque object require non nul, ça me retourne le nom que je passe ici. Et je vais faire la même chose pour département. Là, c'est un record, et je vais en faire une classe. Merci. Voilà. Et ça, je peux le mettre ici directement. Tac. Donc, je fais ma validation dans mon département. Et puis, j'ai écrit un petit peu de code business qui se trouve là. Ok, donc ça, cette méthode-là, je l'ai mise pour tout à l'heure. Là, j'ai 2 départements et 2 villes dans une liste. Ça, c'est le côté sympathique de comment dire, de l'extension des types, c'est-à-dire que, étant donné que les types département et city étendent le type name, je peux créer une liste d'objets named avec un mélange de département et de city. Ça, vous connaissez ça par cœur. Et puis, je vais m'amuser à aller chercher le nom le plus court. Ok, donc j'ai une méthode min à laquelle je passe ma liste là. Et là, dans cette méthode-là, bah, j'ai juste un stream, un bed stream. Et vous voyez qu'ici, j'ai un appel polymorphique à la méthode name. C'est-à-dire que le name qui est là, si je fais un contrôle-clic, il m'emmène dans l'interface. Ok. Et à l'exécution, bah, ce truc-là va être lié à l'appel de méthode qui se trouve, enfin, à l'implémentation, pardon, qui se trouve tantôt dans département, tantôt dans city. Alors, qu'est-ce que me dit la programmation orientée objet, orientée données? C'est me dit, bah là, j'ai plus de méthode name ici, ce qui me pose immédiatement un problème. Là, je pense que je vais avoir des petits problèmes de compilation sur les annotations, donc je vais retirer les annotations, ça c'est pas un problème. Mais le gros problème, c'est qu'ici, évidemment, cette méthode name, elle n'existe plus. D'accord? Alors c'est pour ça que j'ai créé une méthode name ici, donc j'ai juste remplacé name d'ici par business code. Donc maintenant, ma méthode name qui est là, elle compile parce que maintenant, elle m'emmène ici. Ça, c'est une méthode statique. C'est une méthode factory. Ok. Et à l'intérieur de cette méthode factory, bah, j'ai des tests sur chaque type implémenté par un name. D'accord? Alors, peut-on avoir les liens donnés au début de la discussion? Je publierai les slides, hein, donc vous aurez le slide avec les liens. Le rôle de la classe objet, bah, le rôle de la classe objet, il est là pour faire de la programmation orientée objet. Quand vous appelez la méthode toString, c'est exactement la même chose que si vous appeliez une méthode sur une interface. C'est-à-dire que le compilateur sait qu'au runtime, il aura une méthode toString, puisqu'on a une dans Object, et que tout est en objet en Java. Pareil pour equals et hashcode. Mais par contre, à l'exécution, bah, il va appeler la méthode toString qui correspond à l'objet que vous avez à l'exécution. Mais ça cette information-là n'est connue qu'à l'exécution.
Alors, quel est l'inconvénient de ce truc-là, là? Parce que ce machin-là, c'est dommage qu'on soit pas dans une salle. Parce que si tu es dans une salle, je poserais la question, qui trouve que ce code est du joli code? Avec cette espèce de suite de instance off horrible. Et là, je suis sûr du résultat. C'est qu'absolument aucune main ne se lèvera dans la salle. C'est comme ça. Non, c'est horrible. Bah oui, je suis d'accord. Vous voyez, on est d'accord. On est d'accord, on a un truc qui est horrible. Voilà. Mais c'est horrible. Quand on dit du code est horrible, c'est pas. Faut pas dire ah c'est horrible parce que je le sens pas, ou c'est horrible parce que je vois bien que c'est horrible. Faut être capable de dire pourquoi c'est horrible. Ok. Et pourquoi c'est horrible? Bah c'est horrible parce que si je rajoute une classe région, ok, et que je dis que cette région elle implémente named, d'accord. Et donc je vais lui rajouter, je vais pas m'embêter, hein, je vais copier ça. Hop là. Et copier ça. J'ai juste copié ça pour région. Pof. Voilà. Dans région. Et ben là, je perds. On va arrêter de dire que c'est final pour que ça compile. Vous voyez que le code que j'ai ici, maintenant, il est plus correct. Il faudrait que je puisse avoir un signal qui me dit hey, là, tu traites juste de cité et département, tu ne traites pas région. Quand j'avais mon interface name tout à l'heure, si jamais j'avais dit, OK, dans cette méthode-là, j'ai une méthode named, je vais la remettre, d'accord. Je vais dans région, pourquoi il n'est pas content? Ah, voilà, justement, il n'est pas content. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est name avec sans le D, voilà. Voilà, si jamais j'oublie de mettre cette méthode ici dans région, là, le compilateur va me dire « Ah, t'as oublié la méthode name dans région. » D'accord? Donc là, tout va bien, je suis content. Mais par contre, si je retire ce truc-là et que je vais dans mon code business ici, là, j'ai aucun signal du compilateur qui me dit « T'as oublié de traiter le cas région. » D'accord? Et si ce code-là, il est dupliqué 50 fois dans mon application, ben, je suis bon pour aller chercher, faire des recherchés, des expressions régulières, etc. Pour rechercher, pour localiser ce code-là, et il y a toutes les chances pour que j'en oublie. Ok. Donc, j'avais un garde-fou en programmation objet avec le compilateur. Ce garde-fou, aujourd'hui, je l'ai perdu. Alors, comment est-ce qu'on peut récupérer ce garde-fou? C'est ce que je voudrais vous montrer. Et vous allez voir que certains aspects qui ne sont pas forcément évidents, en fait, vont se mettre en place naturellement. Donc, je vais déjà retirer, je vais arrêter de dire que région implémente named. Ok, je vais me remettre dans cette situation-là. Et déjà, la première chose que je peux faire, c'est, d'ailleurs l'IDE me le dit, je peux remplacer ce instance of par une variable de pattern. Et vous voyez qu'ici, en fait, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a dit « Ah, mais je peux déclarer une variable city directement dans l'instance of. » Et pareil pour département. Et cette variable, je peux l'utiliser dans la branche du if. Ok. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà depuis plusieurs versions de Java. Et c'est ce qu'on appelle du pattern matching. Du pattern matching, vous pourriez penser que ce machin-là, en fait, c'est juste un sucre syntaxique. En fait, c'est bien plus qu'un sucre syntaxique, c'est plus un type ici, c'est un pattern. Et c'est un nouveau concept qui arrive dans le langage Java. C'est-à-dire qu'ici, j'essaie de matcher le fait que named correspond à quelque chose qui aurait été déclaré avec city. Et pareil pour département. Ok. Ici, c'est une catégorie de pattern qu'on appelle un pattern sur un type, puisque je suis en train de tester le type de named. Et ce truc city qui est là, c'est ce qu'on appelle alors dans certaines documentations, on appelait ça une binding variable, donc une variable de liaison. Aujourd'hui, on l'appelle plutôt une variable de pattern. Ok. Et cette variable de pattern, elle est créée si effectivement non est une instance de ville. Et dès l'instant qu'elle est là, je peux l'avoir sur... je peux l'utiliser ici. Donc je pourrais très bien mettre ici, par exemple, et city différent de nul, par exemple. Voilà. Bon, ça n'a pas grand sens. Voilà. Mais je peux écrire les choses comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir de la documentation sur ce pattern? Il y a déjà de la documentation sur ce pattern-là, sur le pattern sur les types, sur le site dev.java. Voilà. Donc si vous allez visiter dev.java, vous allez avoir un peu de documentation sur le pattern. Donc ce truc-là, c'est un pattern. Je ne suis pas encore tout à fait au bout parce que si je rajoute un type région,
mon if qui est ici, il compile toujours, hein, il n'y aura pas de problème. La deuxième chose que je peux faire, c'est, ici je vais mettre un else, d'accord? Voilà, et est-ce qu'il va bien vouloir me faire un switch avec ce truc-là? Ouais. Je vais pouvoir remplacer ce truc par un switch. Ok, et puis je vais même le simplifier parce que il y a des trucs dont j'ai pas besoin. Ce if, else if, pas très beau. Je vais virer ça. Voilà, ce if, else if, pas très beau. En fait, je peux le remplir. Il a la structure d'un switch, donc je peux le remplacer par un switch. Est-ce que la variable de pattern est mutable ou immutable? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'elle doit être mutable. Faut essayer ça. Faut essayer. Tu sais quoi, on va essayer. Off. Là, je vais faire un return ici, comme ça. Je peux le faire comme ça. Est-ce que je peux faire city égale nul? Ouais, je peux faire city égale nul. Donc, elle est mutable. Est-ce que j'ai intérêt à la muter? Non. C'est pas parce qu'on peut faire un truc qu'on doit le faire. Donc, faut pas le faire. Mais là, mon switch, là, il me dit, bah, ça compile pas. Pourquoi? Parce qu'il détecte que le switch, qui est un switch statement d'ailleurs, ne couvre pas toutes les valeurs possibles. D'ailleurs, je peux même en faire une switch expression, puisque les switches, c'est devenu des expressions, il n'y a pas longtemps. Voilà. Maintenant, je peux retourner ce switch directement. Maintenant, c'est une switch expression, mais ça compile toujours pas. Vous voyez qu'avant, c'était un switch statement qui couvrait pas tous les cas possibles. Maintenant, c'est une switch expression qui couvre pas tous les cas possibles, et ça marche toujours pas. En fait, ce qu'il faudrait que je puisse dire au compilateur, c'est bah, ce type name qui est là, il n'a que deux implémentations possibles qui sont city et département. Okay, et c'est le cas. Ici, j'ai named et je n'ai que deux implémentations qui sont city et département. Et ça, en fait, je peux le faire avec l'introduction de ce qu'on appelle les interfaces scellées. Et d'ailleurs, c'est pas que les interfaces, c'est les types scellés en Java. Ce qu'on appelle les sealed types, donc ce sont des types scellés, ça peut être des interfaces, des classes ou des classes abstraites. Et ces sealed types, ce sont des types qui, en fait, un type scellé est un type qui connaît l'intégralité de ses extensions, l'intégralité en l'occurrence de ses implémentations quand il s'agit d'une interface. Et là, ce qu'il faut que je puisse dire, c'est bah, ce type scellé, il n'autorise que deux implémentations qui sont city et département. Voilà. Ok. Si je vais voir city, city compile bien. Si je vais voir département, département compile bien. Donc ma hiérarchie, elle est bien scellée. Si j'essaie de dire que région implémente named, là je vais avoir une erreur de compilation ici en me disant que région n'est pas autorisée dans la hiérarchie scellée de named. Et ici j'ai également une erreur de compilation qui me dit que cette classe scellée doit connaître toutes ses sous-classes. Et je suis en train d'essayer d'en définir une autre qui est département, qui est région. D'accord? Donc le compilateur, lui, il est capable de vérifier que votre interface, que votre hiérarchie scellée, elle est bien définie correctement. Et si vous essayez d'utiliser un agent à l'exécution pour essayer de rajouter des implémentations à named, via des proxys, des agents de la génération de bytecode, n'importe quoi, bah ça va pas marcher. Ça va pas. À l'exécution, la machine Java va également vous attraper et va détecter que vous essayez de violer ce principe de hiérarchie scellée. Et vous voyez que maintenant mon switch, eh ben, il est content. Ok, mon switch il est content parce que il sait que named ne peut être implémenté que par city et département, et que par conséquent, je ne peux pas avoir d'autres implémentations, et que donc mon switch il est bien exhaustif. Ok. Si jamais je m'amuse à rajouter région dedans, ok, et que je dis que région implémente named, je retourne dans mon switch, bah là le switch me dit la switch expression ne couvre pas toutes les valeurs possibles. Ok. Et donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute un case region, et là je vais retourner region.name. Donc avec ce type scellé et ce switch sur les types, donc sur les types sont des patterns en fait, je récupère le garde-fou que j'avais avant. Avant le garde-fou, c'était quand j'ajoute une méthode dans une interface,
À ce moment-là, le compilateur va me dire où est-ce que je dois rajouter les implémentations dans mon application. Ce garde-fou que j'avais, je suis en train de le récupérer à condition d'utiliser des types scellés et d'utiliser des switches sur les types. Donc vous voyez que ces deux capacités, switch sur les types et types scellés, ce sont deux éléments d'un même puzzle qui est en fait la programmation orientée données. On va aller un petit peu plus loin. Ici, on utilise un pattern qui est un pattern sur le type. Okay. J'ai un autre pattern qui va être disponible d'ailleurs en 21, qui est un pattern sur les records. Alors ce truc-là, tout à l'heure, c'était un record. Je vais en refaire un record. J'aurais bien aimé que tu me... J'aurais bien aimé qu'il m'en refasse un record. Tu peux pas refaire un record? Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Il veut pas parce qu'il y a tout ça. Voilà. J'ai viré ça. Non, toujours pas. Bon, bah tant pis. On va le faire à la main. Donc ça, c'est un record. Un record, c'est défini sur des composants. Ok. Et maintenant que j'ai ça, j'ai plus besoin de mettre ça. J'ai plus besoin de mettre l'accesseur parce que le compilateur, il le crée pour moi. Et ce truc-là, bah, je peux le simplifier. Je peux en fait virer ça. Et le mettre comme ça. Voilà. Ouais, d'ailleurs, ça, j'en ai pas besoin. Je peux le laisser comme ça si je veux. Un record, c'est une classe finale, essentiellement un record, okay, qui est définie de cette façon-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les composants d'un record. Et les composants d'un record, c'est une notion très importante dans le langage Java, qui existe maintenant. Alors, il y a une question. Une interface qui est en named héritera-t-elle des mêmes restrictions? Tout ce qui est en named, que ce soit un type ou une interface, doit être soit final, et là c'est le cas, toutes mes classes elles sont finales, un record c'est une classe finale, soit lui-même un type scellé, donc j'ai le droit d'étendre une interface scellée avec une autre interface à condition qu'elle soit scellée, et donc ce que je dis sur les interfaces scellées va aussi s'appliquer à cette interface-là. Ou alors si je veux créer un point d'extension, mais je suis pas certain que ce soit intéressant de faire ça, la déclarer comme étant non-sealed, c'est-à-dire comme ça. Non-sealed, il n'y a rien qui compile. Et là je peux déclarer ce truc-là comme ça, et là si je veux un point d'ouverture dans ma hiérarchie de type scellé, je peux le faire avec non-sealed. Voilà. Donc ça, dans mon record, j'ai fait ceci. Ce truc-là, c'est le composant du record, c'est l'état que peut transporter ce record. Ce record, c'est une classe finale, donc je ne peux pas l'étendre. Et c'est une classe qui étend déjà Javalang record, donc je ne peux rien étendre avec un record. Je ne peux même pas dire extends object ici, ça ne va pas compiler si je fais ça. Et donc l'intégralité d'un état que peut transporter un record est entièrement définie par ces composants. Okay. Je ne peux pas avoir d'autres états. Je ne peux pas non plus avoir, si j'ai essayé de faire un private int i égale 0, même si je le mets final, hein, je vais mettre final. Voilà. Je ne peux pas définir de champ d'instance dans un record. La génère de compile, pas de champ d'instance dans un record. Donc ça veut dire que l'intégralité de l'état d'un record, il est spécifié par ses composants. Et ça, c'est super important. On va voir quelle est l'implémentation de ça. Est-ce que tu veux toujours pas me faire un record de ça? Ah bah si, je peux le faire. Ah bah super, bah voilà, c'est fait. Et ça, tu peux me faire avec... Tu peux m'en faire un... Non, il veut pas. Donc ça, je vais lui demander de me faire... Voilà. Ça, ce constructeur, cette façon d'écrire le constructeur avec cette forme simplifiée, ça s'appelle le constructeur canonique et même le constructeur compact. C'est la façon compacte d'écrire le constructeur canonique. Le constructeur canonique d'un record, c'est tout simplement le constructeur qui prend les composants de ce record. Et pour region, je vais dire que region n'implémente pas name, parce que j'ai juste besoin de deux trucs, ça va me suffire. Voilà, je vais le virer là, et là, donc dans mon business code, ce code-là ne compile plus, donc je vais le virer. Voilà. Donc là maintenant, j'ai deux records, city construit sur name, et département construit sur name également. Et maintenant, plutôt que d'utiliser un pattern sur les types, ce qui est le pattern que j'utilise là, je vais utiliser un pattern directement sur le record. Donc je peux écrire ça comme ça. Voilà. Et là, retourner name. Et je peux même faire un mélange des deux si je veux. Donc ça, c'est un autre type de pattern qui ne marche qu'avec les records et qui définit, en fait, qui est en fait, d'une certaine façon, une déconstruction du record que j'ai. Ok. Est-ce qu'il veut bien que me faire la... Non, il veut pas me faire la conversion directement. Donc je vais le faire comme ça.
Voilà. Hop là. Et ça, je le fais directement sur le... Comment ça s'appelle? Sur les composants du record. Et là, j'ai un code qui est beaucoup plus compact qu'avant, qui est probablement plus lisible, qui est probablement d'une certaine façon plus sympathique, et qui utilise des records. Et donc, vous voyez que cette notion de record, c'est quelque chose qui est pris en compte également par cette façon de programmer les choses qui s'appelle le Data Oriented Programming. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que si par exemple, dans département, je dis ah mais un département, non seulement ça a un nom, mais ça a aussi une liste de cities. Cities, voilà. Donc ça, j'ai parfaitement le droit de faire ça. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire de la copie défensive ici. Égale liste. Voilà, je vais prendre la taper. List.coffeeof de cities. D'accord? Donc là, j'ai fait ma copie défensive. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le modèle de ma donnée. Ok? Vous vous rappelez, quand j'avais des interfaces, si jamais je change le modèle d'une méthode d'une interface, si je change sa signature, essentiellement, je vais avoir des erreurs de compilation. Bah là, si je vais dans mon switch, vous voyez que comme j'ai changé de modèle de données, ici, il me dit, ah mais ce département-là, il n'est pas construit juste sur un nom. Il est aussi construit sur une liste de cities. Ok? Et donc, partout dans mon code où j'ai utilisé département avec juste comme modèle, mon département est construit sur un nom, et ben maintenant, je vais avoir des erreurs de compilation. Donc, je vais pouvoir corriger mon code, même si je n'utilise pas City, ça, c'est pas grave. Je vais pouvoir corriger mon code et je vais pouvoir vérifier que j'ai bien, que j'appelle bien les choses comme elles doivent être appelées. Donc, vous voyez que vous pouvez voir les différents éléments type scellé, switch expression et record comme trois éléments syntaxiques différents que vous allez pouvoir utiliser dans vos applis. Et puis c'est des choses qui sont sympas à voir mais pas forcément fondamentales. Mais vous pouvez aussi le voir comme différentes pièces d'un puzzle plus global, d'une image plus globale, qui s'appelle le Data Oriented Programming et qui permet de créer des applications, d'organiser des applications différemment. Et avec les mêmes garde-fous que les garde-fous que l'on avait avec la programmation orientée objet. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour ignorer City? Absolument. Est-ce que je peux le faire là? Non, pas encore. Mais ce truc-là, le fait de mettre un underscore ici, ça dit en fait, alors ça va dire, c'est une preview de 21, et là c'est un JDK20 que j'utilise, c'est pas un JDK21. En preview en JDK21, on pourra mettre un underscore à cet endroit-là, et donc ça veut dire, je vais pas utiliser cette variable-là. Je peux même mettre des var hein, si je veux. Hein. Ici, si je mets var, ça va marcher aussi. Je vais remettre cities ici parce que le compilateur est pas content là. Ok. Si je mets un var, est-ce que c'est une si bonne idée que ça de mettre un var? Bah, le problème, c'est que là, le compilateur, il dit, OK, name, je vais inférer le type de name, donc je vais déterminer le type de name. On peut dire deviner, c'est pas exactement deviner. Plutôt, il va calculer le type de name exactement. Et il va voir que name, c'est une chaîne de caractères. Mais ici, si je change string par char séquence, par exemple, voilà, bah là, le code, il compile toujours. Alors, le name compile pas parce qu'ici, je retourne une chaîne de caractères, peu importe. Supposons que je retourne ça, voilà. Supposons que je retourne ça à la place. Voilà. OK. Là, ce code-là, il compile toujours. Et moi, ce que j'aimerais, c'est être prévenu quand j'ai un changement de modèle de mes records. D'accord? Donc, je suis pas certain que utiliser, vous voyez, par exemple, si je remets string, là, il va me dire, ah mais non, là c'est pas... pourquoi est-ce que ça compile plus ici? Oui, voilà. Ah oui, alors, il y a encore autre chose. Parce que j'ai choisi, voilà, plutôt que char séquence, je vais mettre integer, par exemple. Voilà. Là, maintenant, j'ai une erreur de compilation ici. Pourquoi? Parce que j'ai un type integer, et là j'ai un string qui arrive. Mais par contre, si je mets un var là, j'ai pas d'erreur de compilation. Donc, si je veux vraiment utiliser les garde-fous comme donne le compilateur, utiliser var, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Voilà. Voilà. Je vais revenir sur string.
Et je vais revenir sur string. OK. Donc l'utilisation de l'underscore, on va la voir. Est-ce que c'est une si bonne idée que ça? J'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de la façon dont vous voulez organiser vos applications. Alors là, je vais remettre name. J'ai quelques petits raffinements. C'est comme le default ici, vous voyez? Si je mets un default ici, comme ça, voilà, et que je rajoute un type, par exemple le type région, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais le refaire. Est-ce que tu veux bien en faire un record? J'aimerais bien que tu mettes un record de région. Hop. String name. Voilà. Et puis on va dire que le constructeur compact, il veut pas que named soit nul, donc object require non nul de name. Voilà. Maintenant, je vais dire que ce truc-là, ça implémente named. Voilà. Il faut juste que j'aille voir name pour lui dire que région est bien autorisée à implémenter name. Donc là, j'ai rajouté un record dans ma hiérarchie scellée, mais à cause du default, bah mon switch, il compile toujours. Donc est-ce que j'ai intérêt à mettre un default? Peut-être pas. Ok. Voilà. Là, j'ai une erreur de compile, et c'est bien ce que je veux. C'est bien ce que je veux, c'est bien une erreur de compile. Case region de string name, et là je retourne name. Voilà, c'est comme ça que je veux faire les choses. Voilà, donc ça c'est comme ça que ça fonctionne. Alors je peux aussi dire par exemple avoir des patterns un petit peu plus précis que ça, comme par exemple dire voilà, j'ai string name et name .length .length supérieur à 3, et puis là je vais faire name par exemple. Voilà. Là il veut, pardon, c'est when ici. Voilà. Donc je peux aussi avoir des patterns avec des close when qui me permettent d'avoir des espèces de sous-cas. Sachant que si je fais ça, donc là je ne couvre pas tous les cas où j'ai des villes construites sur des noms. Donc j'ai besoin d'un cas qui va ramasser tous les cas qui ne sont pas traités par ce truc-là. On dit que ce deuxième pattern est un pattern dominant par rapport au premier. Et donc c'est le compilateur m'impose d'avoir ça. Par exemple, si je retire ce cas-là, là il va me dire, le compilateur va me dire que je ne couvre pas tous les cas possibles. Ok. Donc ça c'est comme ça que les patterns dominants fonctionnent. Je peux aussi gérer le cas nul explicitement. Voilà. En disant bah, si jamais on m'envoie un name qui est nul, à ce moment-là je retourne une chaîne vide ou je peux jeter une exception ou n'importe quoi. Donc j'ai des petits raffinements comme ça dans les switch expressions. Ok, je vais retourner dans les slides. Je vais retourner dans les slides. Je vais essayer de retourner dans les slides. Voilà. Et là, vous devriez voir les slides à nouveau. Ben non, vous ne les voyez pas parce que je n'ai pas cliqué là. Voilà. Ok. Donc, dans le data oriented programming, ce qu'on dit, c'est que les data, alors quand je dis les données sont plus importantes que le code, c'est pas exactement ça. C'est plutôt que je construis mon code autour de mon modèle de données, caractérisé par des types qui sont des interfaces, et mes données elles-mêmes sont des records. Ok. Donc comme je vous l'ai montré, ça fonctionne avec 3 éléments, les types scellés, les records et les switch expressions. Ok. Il y a un monsieur qui s'appelle Phil Wadler qui a étudié ça, qui est un universitaire qui travaille à l'université d'Édimbourg. Phil Wadler, il a participé à la construction des génériques, notamment en Java. C'est quelqu'un qui est assez connu en informatique. Et il a étudié cette approche du Data Oriented Programming et notamment les différences avec l'Object Oriented Programming. Et ce qu'il a énoncé comme principe, c'est que si vous n'avez pas la main sur le modèle de données, okay, donc quand il dit si vous n'êtes pas propriétaire du code, donc si vous n'avez pas possibilité de toucher au modèle de données, le polymorphisme ne vous permet pas d'ajouter des nouvelles opérations sur les objets existants, puisque ces opérations sont définies dans une partie du code sur laquelle vous n'avez pas la main. Mais par contre, il vous permet d'étendre ce code, d'ajouter des nouveaux types librement,
et donc d'ajouter des nouvelles opérations sur le nouveau code, mais pas sur le code existant. Le Data Oriented Programming et le Pattern Matching, ça vous permet d'ajouter autant de nouvelles opérations que vous voulez, puisque ces nouvelles opérations ne sont pas définies dans le code, elles sont définies dans des switches, dans des méthodes factory, dans vos modules métiers. Mais par contre, étant donné que vous travaillez avec des interfaces, avec des hiérarchies, scellées, des seal types, vous ne pouvez pas étendre ces hiérarchies. Donc d'un côté, vous pouvez étendre les hiérarchies, pas de l'autre. D'un côté, vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles opérations. D'un autre côté, vous pouvez ajouter des nouvelles opérations, toujours avec le garde-fou du compilateur. Hein, c'est ça qui est important, évidemment. Et malheureusement, vous ne pouvez pas avoir les deux, être capable d'enrichir vos hiérarchies avec des nouveaux types et rajouter des nouvelles opérations. Donc il y a une question de choix qui doit être faite. Ok. Voilà. Donc est-ce que la présentation sera partagée? Oui, la présentation sera partagée, et de ce que j'ai compris, il y aura un replay sur YouTube également. Voilà. Alors, les patterns, on n'est pas tout à fait au bout des patterns. Une fois qu'on aura la totalité du pattern matching en Java, la modification, j'ai envie de dire la révolution au niveau du langage sera comparable à la révolution qu'on a subie quand on a vu arriver les lambda. Alors peut-être certains parmi vous s'en rappellent, ou quand on a vu arriver les génériques. Là, les plus vieux parmi vous s'en rappellent peut-être, parce que c'était en 2004, oui, en 2004 les génériques, donc c'était il y a quelques années. Ok. Quand les génériques sont arrivés, d'un seul coup, on a eu des génériques partout. Alors d'un seul coup. C'est arrivé assez vite, mais on a eu des génériques partout. Quand les lambdas sont arrivés, en quelques années, toutes les applications sont mises à utiliser les lambdas. Le pattern matching, ça apporte des modifications au niveau du langage qui sont comparables à l'arrivée des lambdas et à l'arrivée des génériques. Donc, il y a toutes les chances pour que, quand on aura la totalité du pattern matching, on sera dans la même situation, on en verra partout. La grosse différence, c'est que les lambdas et les génériques, on les a eus en une seule fois. Java 8 est arrivé, et d'un seul coup, on a tout eu. Les lambdas, l'API stream, la modification de l'API collection, des lambdas partout, des streams partout, voilà. Et tout ça, ça a été un big bang. D'un seul coup, tout est arrivé. Le pattern matching, on l'a petit morceau par petit morceau, au fur et à mesure que Java avance et que les versions avancent. Donc c'est pas un big bang, mais à la fin, ce sera quand même une révolution. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'était une question tout à l'heure, ça va être de la preview en 21, donc 21 c'est en septembre, hein, c'est demain. Donc on peut utiliser ce caractère underscore. On peut utiliser également le caractère underscore sur la totalité de la variable, auquel cas ça veut dire que pour département, je ne regarde que le named, et donc je n'aurai pas d'erreur de compilation pour tout le reste des modifications du modèle de département. Est-ce que c'est quelque chose à utiliser? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'ai envie de dire, ça dépend probablement des cas. Moi, je pense que le garde-fou du compilateur, il y a plein de cas dans lesquels c'est important de le conserver. Voilà. L'une des plus grosses modifications, ça va être de la possibilité de créer des patterns à la main, à la fois dans les classes et dans les interfaces. Le pattern de déconstruction des records, il est évident parce qu'un record, on sait que c'est construit sur des composants. Donc le record pattern, il prend les composants du record et tout va bien. Mais si j'ai une classe classique, et j'en ai quand même pas mal aujourd'hui dans les applications, j'aimerais bien pouvoir aussi déconstruire ces classes classiques. Et la déconstruction, c'est quelque chose qui va arriver. C'est ce qu'on appelle les patterns nommés. Est-ce que ce sera cette syntaxe ou pas? Pour l'instant, on n'en sait rien. On n'a même pas de preview, on n'a rien du tout. Donc c'est une syntaxe vraiment, il faut absolument pas y faire confiance, bien évidemment. Mais l'idée, c'est ça. C'est de rajouter des matchers dans les classes et dans les interfaces. De dire, ce matcher, ça va être sur X et Y. Je vais donner un nom à mon matcher, et le nom, c'est point. Et ce matcher, il va matcher les deux champs X et Y de mon point. Okay. Ce qui me permet de faire de l'overloading, c'est-à-dire d'avoir plusieurs matchers avec des signatures différentes, et de faire de la copie défensive, parce que quand je dis je match this.x ou this.y, je peux très bien matcher des variables locales à cette espèce de pseudo-méthode, qui est un matcher, et créer des variables locales dans cette méthode qui soient des copies défensives. Sur optional, je pourrais écrire ce genre de code, ok, dire voilà, est-ce que mon optional, c'est un optional off
de string. OK. Et le matcher correspondant, bah là, j'en ai besoin de deux. Un qui s'appelle off. Si effectivement si présent est vrai, ça veut dire que mon optional, il y a quelque chose dedans. Donc je vais matcher et je vais retourner this.value. Et si présent est faux, à ce moment-là, je vais pas matcher. Et donc le case, l'optional off, va être faux. Ce case-là va pas correspondre. Et puis pour empty, si j'ai présent, alors ça devrait être if not présent, là je match. Et sinon, je ne matche pas. Et comme j'ai rien à retourner, je retourne rien. Voilà. Mais on peut aussi imaginer ce genre de syntaxe. Alors cette syntaxe, on l'avait en preview, puis elle a été retirée. Et on va la voir à nouveau un peu plus tard. Ok, donc la possibilité d'utiliser des patterns dans le for each, ce qui serait pas mal, parce que ça permet de déconstruire en même temps que d'itérer. Donc ça, c'est cool, mais ça, avec l'overloading, il faut juste faire un petit peu attention. Voilà. Et les matchers correspondants pourraient être ceux-là. Vous voyez, je peux. Alors ce matcher, il devrait s'appeler with entry et non pas juste entry. Donc je vais faire un let map with entry email value égale entry. Et en fait, à l'intérieur de mon matcher, rien ne m'empêche de tester si dans ma table de hachage, j'ai bien une clé qui s'appelle email. Et si c'est le cas, je vais matcher get et this.get de k. Donc je vais chercher la valeur correspondante. Et si la clé n'est pas présente, à ce moment-là, je réponds non, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de clé qui s'appelle email dans cette table de hachage. Donc vous voyez que c'est la possibilité de créer des matchers à la main, ça ouvre des possibilités absolument incroyables dans le langage. Et l'idée, c'est toujours la même, c'est d'avoir des API qui sont éventuellement complexes, mais le code métier que j'écris, lui, il doit être super simple. Quand vous utilisez une liste et que vous faites list.add, ou quand vous utilisez une map et que vous faites map.put et d'une valeur, vous ne regardez pas l'implémentation de add et vous ne regardez pas l'implémentation de put. L'implémentation, elle est horrible, mais elle est cachée. Elle est dans une API. C'est le principe. Voilà. Je peux utiliser ce genre de choses pour faire de la déconstruction de JSON. Donc tout le monde adore le JSON, tout le monde en fait. Ça, c'est un document JSON. Aujourd'hui, si vous voulez analyser ce document JSON avec du code Java, c'est un peu horrible. Il faut tester ce que j'ai telle clé, il faut itérer sur les trucs. À un endroit, j'ai un tableau, j'ai un sous-document JSON, il faut faire de la validation, etc. Mais si fais ça avec du pattern matching, si j'équipe mon API de lecture de JSON avec du pattern matching, ça va juste devenir un instance of et ce genre de code. Vous voyez, je vais dire, est-ce que la première ligne, ça match string key? String key, c'est le nom de mon pattern. Il est défini dans mon API JSON. Et ça va être exactement la même chose que pour mes tables de hachage. Et vous voyez que dans ce pattern-là, donc le instance of qui est là, il a un gros pattern qui est tout le paquet qui commence avec string key, etc. Et j'ai first name, last name, age, street, city et state. Donc j'ai 6 variables de pattern qui sont initialisées si le pattern match. Si le pattern ne matche pas, je sors du if. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Alors ça, c'est pas Loom, c'est Amber. Voilà, qu'est-ce que je vais avoir? Les types patterns, ils sont... ça, c'est final depuis un bon moment. Le record pattern, il va être final en 21. Donc ça, au niveau du pattern matching, j'ai déjà les deux patterns dont je vous ai parlé, le pattern sur les types et le pattern sur les records, donc fait de la déconstruction. Tout ça, ça va être final en 21, donc en septembre prochain. Le unnamed pattern, donc ça, c'est le pattern avec l'underscore. Le name pattern, donc ça, c'est les patterns qui sont définis dans les classes et dans les interfaces avec le matcher que je vous ai montré, qui est une syntaxe qui sera probablement pas celle-là. Et le array pattern, ça c'est un truc que je n'ai pas montré, mais on peut aussi faire des patterns pour déconstruire des tableaux. Tout ça, ça va être pour un JDK futur. Alors, je me suis même pas engagé sur le fait que ce sera un JDK 20 quelque chose, ce sera peut-être un JDK 30. Mais c'est comme ça que les choses fonctionneront. Après, le JDK 30, on a 2 versions par an, donc c'est dans 5 ans. C'est dans moins de 5 ans, c'est dans pas si longtemps que ça. Voilà. Ça, c'est le plan pour le pattern matching. Où est-ce que je peux utiliser les patterns? Pour l'instant, j'ai 2 constructions où je peux les utiliser. Le instance of et le switch. Donc, le instance of et le switch, ça va être final en 21. Donc, instance of, switch, pattern sur les types, pattern sur les records, tout ça, c'est final en 21. Le let ou le match, ce sera peut-être de la preview en 21. A priori, non. Voilà. Mais ce sera pour le futur. Et puis, d'autres constructions encore possibles, comme dans le for each.
Ça, c'est pareil, ce sera pour des versions futures de Java. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous raconter sur le pattern matching. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai déjà répondu à des questions pendant la présentation, un peu au fil de l'eau. Mais si jamais vous avez des questions, on peut se prendre quelques minutes pour les questions, avant de passer à la deuxième partie qui sera consacrée à Loom. Il n'y a pas de questions qui arrivent? J'ai mis une tasse de café parce que je me suis préparé un café avant. Qui est plus très chaud d'ailleurs. Ok. Alors, je vous propose de continuer et donc de parler de threads virtuels et de programmation asynchrone. Et j'ai marqué fin sur la programmation asynchrone, non pas parce que ça va être la fin de la présentation, mais parce que ça va bien être la fin de la programmation asynchrone. Ok. On n'aura plus besoin d'écrire ce code horrible, qui est tellement difficile à mettre au point. Les threads virtuels, donc c'est le deuxième gros morceau, j'ai envie de dire, livré par l'OpenJDK, et qui va être final en 21. Donc Loom, ça a été quelque chose en preview pendant très longtemps. Ça va plus être de la preview maintenant, ça va être quelque chose qui va être vraiment présent dans les applications. Et qu'on va pouvoir utiliser, et je vais vous montrer les choses. Il y avait une question sur le partage des slides, donc oui, vous inquiétez pas, vous aurez les slides. Normalement, vous aurez un replay également. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? La programmation concurrente, c'est un sujet qui est ancien en Java. Okay, Java, ça fait partie des quelques langages qui avaient un modèle de programmation concurrente intégré au langage dès le début, dès les premières versions, dès sa sortie. D'accord? J'ai une classe qui s'appelle thread. J'ai deux modèles de tâches. Un premier modèle qui est un runnable, un deuxième modèle qui est un callable. Callable, ça retourne des valeurs, ça j'ai des exceptions. Et puis j'ai ce mot-clé synchronize qui me permet de gérer la synchronisation directement dans le code que j'écris, dans le code concurrent que j'écris. Et puis j'ai également tout un tas d'API qui ont été ajoutés en 2004 avec Java Util concurrent, les locks, les barrières, les latches, etc. Enfin, tout un tas de trucs, il y en a 4. Lock, barrière, latch, et j'en oublie un. Voilà, je l'ai oublié. Et puis tout un tas de structures concurrentes également dans l'API collection qui ont été aussi rajoutées en 2004. Et puis en 2014, j'ai un deuxième pool de threads qui arrive, qui s'appelle le fork-join pool, qui est utilisé essentiellement pour faire fonctionner un framework qui s'appelle le fork-join framework, sur lequel les streams parallèles sont construits. Donc ce qui fait que actuellement dans le JDK, j'ai deux modèles de pool de threads. Premier modèle de pool de thread, c'est l'exécuteur service, et deuxième, c'est le fork-join pool. La différence principale entre un exécuteur service et un fork-join pool, c'est que dans un exécuteur service, j'ai un certain nombre de threads, j'ai une file d'attente pour tous les threads. Quand j'envoie des tâches à un exécuteur service, ces tâches sont enregistrées dans cette file d'attente, et les différents threads vont venir faire leur marché dans cette file d'attente. Dans un fork-join pool, j'ai une file d'attente par thread. Donc si une tâche en train d'être exécutée dans un thread, dans le thread d'un fork-join pool, génère elle-même d'autres tâches, ces tâches vont être créées préférentiellement, enfin non pas préférentiellement, elles vont être ajoutées à la file d'attente de ce thread. Et si jamais dans mon fork-join pool, supposons que j'ai 8 threads, j'ai un thread qui commence à générer des tâches, et que les autres threads font rien, ces autres threads vont pouvoir venir se servir dans la file d'attente du thread qui génère ces tâches. C'est un mécanisme qu'on appelle le work stealing, donc le vol de tâches, littéralement, et donc qui permet d'équilibrer la charge entre les différents threads d'un fork-join pool. Ça, c'est très adapté au stream parallèle, hein, pour un certain nombre de raisons. Et puis la deuxième chose que j'ai en 2014, c'est un modèle de programmation concurrente avec cette API qui s'appelle Completable Future, programmation asynchrone, pardon, avec cette API qui s'appelle Completable Future. La programmation asynchrone, ça consiste à dire, je vais lancer des tâches de façon asynchrone, donc gérer dans un thread qu'a priori je ne connais pas, et puis je vais pouvoir déclencher l'exécution d'autres tâches sur la complétion de la première tâche que j'ai lancée, ou des premières tâches que j'ai lancées. Que cette complétion génère un résultat, ou génère une exception. Ça, c'est l'idée première de cette API Computable Future.
Et depuis 8 ans, même 9 ans, on vit avec ce modèle de programmation concurrente. Il y a une chose depuis le début qui ne bouge pas, qui reste la même, c'est que quand vous soumettez une tâche à un thread en Java, vous n'avez aucun moyen de dire à cette tâche ou à ce thread, cette tâche, je vais la détacher de ce thread. Ok, ça, c'est pas possible. Cette tâche, elle va rester attachée à ce thread jusqu'à ce qu'elle produise un résultat, ou qu'elle jette une exception, ou que vous l'interrompiez de l'extérieur, auquel cas vous cassez le thread qui exécute cette tâche. Et ça, c'est un peu embêtant parce que, précisément, on a un problème avec les tâches qui ne s'arrêtent jamais. Une tâche qui ne s'arrête jamais, c'est une tâche qui est bloquée. Et quand vous avez une tâche qui est bloquée, elle bloque le thread auquel elle est attachée, et il n'y a pas d'autre moyen de débloquer la situation que de casser le thread sur lequel cette tâche est en train de s'exécuter. Loom est en train d'arriver. Ok, on a eu des previews en 19 et en 20, et on va avoir les threads virtuels, donc qui sont le gros morceau de Loom, j'ai envie de dire, qui vont être dispo en version finale en Java 21. Ça va probablement être la majeure, le plus gros apport de Java 21, c'est probablement le fait que les threads virtuels deviennent disponibles de façon finale. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Par parenthèse, je reviens sur le slide d'avant, vous voyez que 95, 2004, 2014, 2023, 2024, tous les 10 ans, il se passe quelque chose en programmation concurrente en Java. Le train Loom, il est à l'heure. Il est à l'heure. 10 ans après le précédent, c'est ce qu'il fallait. Voilà. Qu'est-ce que Loom veut faire? Précisément, Loom veut donner la possibilité de détacher une tâche bloquée de son thread. Si on veut résumer les threads virtuels en une phrase, c'est celle-là. On veut pouvoir détacher une tâche qui est bloquée du thread qui est en train de l'exécuter. Alors, il faut comprendre ce qu'on fait quand on fait de la programmation concurrente. Il y a deux contextes dans lesquels vous faites de la programmation concurrente. Le premier contexte, c'est vous êtes en train de traiter des gros volumes de données, un énorme tableau. Vous faites du map filter reduce dessus. Voilà. Vous faites un tri sur un tableau dans lequel il y a des millions d'éléments. Vous avez un CPU sur lequel il y a 16 cœurs, qui vous a coûté une fortune. Mais si vous n'utilisez pas les 16 cœurs, si vous mettez tout dans le même thread, votre gros tri va utiliser un cœur sur les 16. Et donc, essentiellement, votre CPU, il est très peu utilisé. Si vous voulez utiliser l'intégralité des cœurs de votre CPU, il va falloir diviser votre tableau en 16, distribuer le tri sur chacun des 16 cœurs, vous allez vous retrouver avec 16 tableaux partiellement triés, et après vous allez faire un merge sort, hein. Chaque tri ça va être un quick sort amélioré, et puis après il va falloir faire un merge sort entre ces 16 tableaux pour créer un seul tableau entièrement trié. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de faire du traitement en parallèle, construit sur des threads, à l'intérieur de la mémoire de votre application. Votre traitement ne sort pas de la mémoire de votre application. Et essentiellement, vous avez un traitement qui est non bloquant, parce que les traitements mémoire sont en général non bloquants ou peu bloquants. Les seuls blocages que vous pouvez faire, c'est des blocages qui ont lieu sur des locks ou sur des choses comme ça. Et c'est, comme vous êtes en mémoire, c'est pas des trucs qui vont bloquer normalement très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est le premier contexte dans lequel vous faites de la programmation concurrente. Le deuxième contexte, c'est vous avez des requêtes qui, elles, sont bloquantes. Bloquantes parce que, non pas parce qu'elles attendent des gros traitements, mais parce que vous attendez des ressources qui ne sont pas dans la mémoire de votre application. Typiquement des ressources qui sont sur le réseau ou sur le disque. Et on va surtout parler des requêtes sur le réseau. Requête réseau, ça inclut les requêtes HTTP, mais les requêtes sur les bases de données aussi, hein, parce qu'une requête sur une base de données, vous passez par le réseau. Donc ce que vous voulez faire, c'est que vous créez des threads pour augmenter la capacité de votre application à traiter des données. D'accord ? Si vous avez qu'un seul thread, vous allez pouvoir traiter une requête HTTP à un instant donné. Et si vous en avez 100, vous allez pouvoir traiter 100 requêtes HTTP à un instant donné. Donc vous augmentez votre throughput par 100. Et donc, pour augmenter la capacité de votre application, vous augmentez le nombre de threads.
D'accord? Mais qu'est-ce que font vos threads? Et on va voir ça en détail. Vos threads, ils sont essentiellement en train d'attendre des données. Essentiellement, ils font rien. Vous passez d'une situation dans laquelle vous avez un CPU qui est utilisé à 100% à une situation où vous avez un CPU qui est essentiellement pas utilisé parce que vos threads sont bloqués. Si vous analysez une requête HTTP, par exemple, vous commencez par préparer votre requête, d'accord? Ça, c'est les chaînes de caractères. HTTP, c'est les chaînes de caractères. Et la préparation de la requête, si par exemple vous avez un objet JSON à préparer, ça, c'est du calcul en mémoire. Vous exécutez ça sur une échelle de temps qui est de l'ordre de la dizaine de nanosecondes. Ok? Parce que c'est la vitesse de votre CPU. Vous lancez votre requête sur le net, et là, vous êtes sur une échelle de temps qui n'est plus de la nanoseconde, qui est de la milliseconde. Donc 1 million de fois plus lent que la petite partie verte au début de ce diagramme. Et puis ensuite, au bout de 10 millisecondes, vous avez votre objet JSON de réponse. Là, vous reconstruisez vos objets Java avec, et là, vous attendez à nouveau des nanosecondes, puisque vous êtes à nouveau dans un calcul à l'intérieur de votre mémoire. Et donc, si vous regardez ce schéma-là, ok, en fait, si je voulais le mettre à l'échelle, d'accord, si votre écran, c'est un écran HD, donc vous avez 2000 pixels dans la largeur, à peu près, vous avez un facteur 1 million entre la partie rouge et la partie verte. Donc ça veut dire que l'épaisseur de la partie verte, c'est 1 millième de pixel, et l'épaisseur de la partie rouge, c'est 1000 pixels. C'est ça un rapport à 1 million. En fait, ce schéma, il n'est pas du tout à l'échelle. Si vous le mettiez à l'échelle, la partie verte, vous ne la verriez même pas. Ok. Quand vous faites une requête HTTP, essentiellement, votre CPU, il fait rien. Il fait rien parce que, en moyenne, sur les quelques dizaines de millisecondes que dure votre cycle requête-réponse, bah, il travaille que quelques dizaines ou centaines de nanosecondes. Donc essentiellement, il fait rien. Et donc, si vous voulez utiliser votre CPU, là, je parle plus de throughput, je parle d'utilisation de CPU, parce que ce qui vous coûte cher, c'est votre CPU. CPU, ça coûte cher. Ok? Il faut multiplier le nombre de threads aujourd'hui. Mais il faut le multiplier par combien? Bah, si vous avez un thread qui ne fait rien 1 millionième, enfin pardon, 1 million pendant 1 million de secondes et quelque chose pendant une seconde, il vous faut 1 million de threads. Si vous voulez un CPU utilisé à 100%. Même si vous mettez à 90%, manque de bol, c'est un log, hein, donc c'est beaucoup de threads. Hein. C'est 90 000, hein, c'est énorme. Pardon, 90 000, 900 000. Ok, donc c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. Combien de threads est-ce que vous pouvez lancer sur une application, sur une machine, pardon, sur un serveur? Bah là, vous êtes limité par, non pas Java, le runtime ou quoi, vous êtes limité par le système d'exploitation que vous utilisez. Ok? Parce qu'un thread en Java, c'est juste un wrapper sur ce qu'on appelle un kernel thread, donc un thread qui vous est donné par le noyau Linux si vous fonctionnez sur du Linux. Et la création d'un thread, bah, c'est une ressource système, ça prend de l'ordre de 1 milliseconde. Donc si vous en voulez 1 million, c'est à peu près entre 15 et 20 minutes. Hein. Voilà, ça fait 1000 secondes, hein, donc c'est entre 15 et 20 minutes. Et quand vous créez un thread, vous avez une allocation mémoire de 2 mégas sur la pile. Et vous voulez que ce bloc de mémoire il soit contigu, en fait. C'est pour ça que c'est 2 mégas dès le début. Donc vous avez besoin de 2 téraoctets de mémoire. D'accord? 2 téraoctets, c'est beaucoup hein, pour un serveur. Hein. C'est beaucoup de mémoire. Hein. Vous avez un serveur qui commence à coûter cher. Et donc, dans la pratique, avoir 1 million de threads, bah, c'est quelque chose qui est en fait pas possible. Alors, techniquement, c'est éventuellement possible, mais donc c'est très difficile, quasiment impossible, et en tout cas, abominablement coûteux. Et donc, la solution que les gens ont choisie depuis 10 ans pour régler ce problème, bah, c'est pas de multiplier le nombre de threads. Okay, c'est de se dire, plutôt que d'avoir une tâche qui bloque, okay, je crée mon objet JSON, je l'envoie sur le net, je récupère la réponse et je recrée mes objets Java, ce cycle-là, plutôt que de se dire c'est une tâche qui bloque, on va le diviser en sous-tâches, et ces sous-tâches, on va s'arranger pour qu'elles ne bloquent pas. D'accord? Et donc si elles ne bloquent pas, ça veut dire que on a besoin d'un framework qui va exécuter chaque tâche, et puis une fois que les données seront disponibles, va pouvoir déclencher l'exécution de quelque chose sur la disponibilité de ces données. Et c'est comme ça que fonctionnent tous les frameworks asynchrones. Alors, avec des syntaxes, ça peut être des approches, comment dire, ça peut être une implémentation vue au travers du langage, ça peut être des API, ça peut être des appels de méthode. Il y a différentes approches qui sont plus ou moins lisibles, plus ou moins simples à comprendre, plus ou moins simples à écrire, mais il n'empêche que l'approche, c'est toujours la même, et cette idée, c'est toujours la même.
ok? Plutôt que d'avoir une seule tâche qui bloque, je vais faire plein de tâches qui ne bloquent pas. Et donc, je vais espérer maintenir mon CPU utilisé avec ce truc-là. Mais vous voyez que le facteur qu'il faut que je gagne, c'est un facteur 1000. Parce que aujourd'hui, sur une machine, si je reprends la consommation de mes threads, aujourd'hui, sur une machine raisonnable, je peux lancer à peu près 1000 threads. 1000 threads, on va dire, c'est raisonnable. Ok, c'est peut-être 4000, mais ça ne change rien. Donc, si j'ai encore un facteur 1000 à gagner. Donc, cette approche-là, de division de mon travail en tâches élémentaires, il faut que je gagne un facteur 1000. Il doit me permettre de gagner un facteur 1000 de performance pour avoir un CPU utilisé à 100%. Quel est le coût? J'ai posé exactement la même question que pour la programmation objet, parce qu'on est exactement dans le même genre de truc. On a une solution qui fonctionne, mais quel est le coût de cette solution? Okay, quels sont les inconvénients de cette solution? Les premiers inconvénients, c'est que ça donne un code qui est quand même pas évident à écrire et pas évident à lire, probablement plus difficile à lire et à comprendre qu'à écrire d'ailleurs. Okay. Écrire des tests unitaires sur du code asynchrone, c'est abominable, essentiellement parce que très souvent je ne sais pas quel thread va exécuter tous les callbacks que je suis en train d'écrire. Okay, et également extrêmement difficile à débugger. Et quand je parle de débugger, je ne parle pas forcément de débugger parce que j'ai un bug dans mon code, mais aussi de débugger, si jamais j'ai une tâche qui est complètement bloquée, identifier qu'il y a une tâche qui est bloquée, étant donné qu'elle bloque rien, notamment qu'elle bloque aucun thread, c'est très difficile à détecter dans une application et dans la mémoire d'une JVM. Et c'est impossible à profiler. Quand vous faites du profiling, essentiellement, ce que vous profilez, c'est votre framework, c'est pas votre application. Donc ça, c'est les inconvénients de cette approche. Alors, quand je dis inconvénients, ça fait 10 ans que les gens font ça, et ça fait 10 ans que ça fait marcher plein d'applications. Donc, c'est les inconvénients sur lesquels on peut passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de chercher pour essayer de trouver des solutions qui sont meilleures. La classe thread local et les classes qui en héritent deviennent-elles totalement incompatibles avec les threads virtuels? Non, les threads locaux fonctionnent avec les threads virtuels. Et je vais en parler à la fin. Donc thread local, ça marche avec les threads virtuels. Voilà. Ça, c'est mon code bloquant. Je crée mon objet JSON, je fais ma requête sur Internet, je vais chercher mon contrat à partir de son ID, okay, et je reconstruis mon objet contrat à partir du JSON que je retrouve. Ça, c'est le code équivalent non bloquant écrit avec Completable Future. Okay, et avec la gestion des exceptions, qui n'est pas dans le premier code. J'échange 3 lignes de code impératif, synchrone, bloquant, par une dizaine de lignes de code asynchrone, non impératif et non bloquant. Alors, du point de vue asynchrone, ça fonctionne avec les MOM. Alors, les MOM, c'est les... j'imagine que c'est les bus XML, là. Les trucs et tout ça. J'aurais tendance à répondre que oui, mais il faudrait peut-être regarder les choses de façon plus précise. Comment est-ce qu'on appelait ça? Les Mother, je sais plus quoi, là. Truc d'il y a 15 ans. La deuxième solution, c'est de se dire, plutôt que d'attaquer le problème en multipliant les tâches et en faisant des tâches qui sont non bloquantes et donc qui sont moins chères comment ça s'appelle, à créer, je vais créer un modèle de thread. Je peux aussi me dire, je vais créer un modèle de thread qui sera plus léger à lancer. Oui, Message Oriented Middleware, merci. Ouais, ouais, c'est pas de la techno d'hier, hein. Sans vouloir être méchant. Ok. Donc la deuxième attaque, c'est de dire, je vais créer un modèle de thread qui va me permettre d'en lancer 1 million. D'accord? Si j'arrive à créer un modèle de thread qui est 1000 fois plus léger, entre guillemets, donc 1000 fois moins de mémoire, 1000 fois moins de temps à lancer, à ce moment-là, j'ai plus besoin de ces modèles asynchrones. Mais j'ai besoin de gagner un facteur 1000. Okay, si je reviens sur le truc de tout à l'heure, il est trop long. Okay, si je gagne qu'un facteur 500, 100 ou 500, j'aurai toujours une utilisation CPU qui va être de l'ordre de 40% ou de 60%. Okay, et j'aurai quand même besoin d'un modèle asynchrone pour pouvoir avoir un CPU utilisé à 100%. Si je veux changer mon modèle de thread, mon objectif, c'est gagner un facteur 1000. Si je gagne un facteur moins de 1000,
je ne vais pas dire c'est comme si j'avais rien fait, mais je ne vais pas pouvoir abandonner ce modèle de programmation asynchrone. Okay, donc c'est l'objectif de Loom. Gagner un facteur 1000 sur la création des threads et sur leur occupation mémoire. C'est quand même une belle optimisation, hein. Excusez-moi, mais un facteur 1000, faut quand même un peu travailler, hein, pour aller chercher ça, hein, dans une appli. Hein. Okay. Et c'est ce qu'a fait Loom. C'est ce qu'a fait Loom. C'est-à-dire que le lancement d'un thread virtuel pour Loom, c'est de l'ordre de la microseconde. D'accord? L'occupation mémoire, c'est de l'ordre de la... Aujourd'hui, elle est un peu importante, c'est de l'ordre de la centaine de kilooctets. Mais il y a des optimisations qui sont en cours au niveau de la JVM qui vont permettre de gagner encore un facteur 10. Donc de descendre à l'ordre de la dizaine de kilooctets. Okay, c'est ça l'avantage j'allais dire de Java. Java n'est pas le seul langage à fonctionner sur une machine virtuelle, mais l'avantage de fonctionner sur une machine virtuelle, c'est que vous pouvez publier une API. Aujourd'hui, elle n'est peut-être pas optimisée à 100%, mais c'est pas grave. Dans les versions prochaines, elle va continuer à être optimisée et on va gagner en performance, gagner en occupation mémoire, etc. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un thread virtuel, bah vous le créez. Ok, ça change complètement la donne. Hein. Gagner un facteur 1000, ça change complètement la donne. Un facteur 1000, c'est énorme, hein. C'est gigantesque. Hein. C'est entre si vous avez un site web qui répond en 1 milliseconde ou un site web qui répond en 1 seconde, c'est pas du tout la même chose, hein, au niveau des clients. Ça change absolument tout. Donc un facteur 1000, c'est vraiment énorme. Donc si vous avez besoin d'un thread virtuel, vous le créez. Un thread virtuel, ça ne sert à rien de pouler un thread virtuel. Ok, ça ne sert à rien de pouler des threads virtuels. Quel est le prix de bloquer un thread virtuel? Donc, je dis, un thread virtuel, ça se lance, ça prend des microsecondes à se lancer là où j'avais des millisecondes, donc ça c'est super, et ça occupe des kilooctets de mémoire plutôt que d'occuper des mégaoctets de mémoire, donc ça c'est super aussi. Mais après, il y a la question du blocage d'un thread virtuel. Le blocage d'un thread plateforme, c'est très coûteux parce que une fois qu'un thread plateforme est bloqué, il faut le désinstaller du cœur de son processeur, installer un autre cœur. Et ça, c'est ce qu'on appelle du context switching. Ça prend pas loin de prendre des millisecondes. Okay, ça prend des dizaines ou des centaines de microsecondes. Donc, vous voulez absolument éviter le context switching quand vous faites, quand vous avez une application. Qu'est-ce qui se passe quand vous bloquez un thread virtuel? Alors, au cœur de l'API, il y a un objet qui n'est pas un objet exposé, qui s'appelle la continuation. D'accord? Continuation, c'est pareil, c'est pas un concept nouveau, c'est un concept qui existe depuis très longtemps. Et cette continuation, c'est elle qui va en fait exécuter le thread virtuel. Quand vous avez un thread virtuel, c'est donc une continuation, voilà, qui va installer votre thread virtuel sur un thread plateforme. Donc, vous avez toujours des threads plateforme, parce que ça, c'est les threads de votre noyau, donc vous ne pouvez pas y échapper. Et le thread virtuel, c'est un truc qui va s'installer au-dessus de ce thread plateforme. Et ce thread plateforme, il appartient à un fork join pool. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Il appartient à un fork join pool qui se crée en ayant autant de thread plateforme que vous avez de cœurs sur votre processeur. Ok? Donc chaque thread plateforme va s'installer sur un cœur et l'objet continuation va vous créer votre thread virtuel sur une tâche. L'objet continuation va installer ce thread virtuel au-dessus de ce thread plateforme. Et ce thread virtuel, il va s'exécuter. Donc votre tâche, elle s'exécute exactement comme si elle était sur un thread plateforme du point de vue fonctionnel. Et puis il va arriver un moment où votre thread virtuel, il fait sa requête HTTP, donc il fait son JSON, etc. Il envoie sa requête HTTP, et donc là, il est bloqué sur le résultat de la requête HTTP. À ce moment-là, la continuation va faire un appel à une méthode qui s'appelle la méthode yield. Et cette méthode yield va prendre la stack de ce thread virtuel et va la déplacer dans la heap. Ok? Donc tout se passe comme si votre thread virtuel, il était passivé en quelque sorte. Il est plus sur un thread plateforme, donc il s'exécute plus. C'est juste un ensemble d'informations dans un bloc de mémoire, et ce bloc de mémoire, on le backup, un peu un backup, dans la heap, en attendant qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Cette continuation, elle est abonnée en fait, au travers d'un handler, aux signaux du système d'exploitation, et le système d'exploitation, à un moment, va signaler à ce handler et donc à cette continuation que les données que ce thread virtuel attendait en provenance du réseau sont disponibles. Et donc quand ces données sont disponibles, la continuation va être notifiée, et cette continuation va appeler une autre méthode
qui s'appelle run. Ok. Et cette méthode run va avoir pour effet de copier la stack de ce thread virtuel et de la mettre, alors le schéma n'est pas tout à fait exact, et de la remettre dans la file d'attente du thread platform d'où ce thread virtuel venait. Ok. Donc dans un premier temps, il est mis dans la file d'attente. Si le thread platform ne fait rien, à ce moment-là, il va prendre cette tâche, ce thread virtuel qui est pour lui une tâche, et il va l'exécuter. Si le thread platform est déjà en train de faire quelque chose, ben on est dans un fork join pool, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres threads, si ces threads sont disponibles, ils vont pouvoir aller piquer des tâches dans la file d'attente de ce thread platform. Donc il est parfaitement possible qu'à l'exécution, ce thread virtuel s'exécute sur un autre thread platform que le premier. Ok. Et donc cette mécanique qui consiste à passiver un thread virtuel dans la heap et à le remettre sur un thread platform quand les données sont là, bah c'est ça le coût. Pardon, je reviens là. C'est ça le coût de blocage d'un thread virtuel. Et vous voyez que donc rien n'est jamais gratuit hein, en informatique. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est gratuit, mais c'est un coût qui est bien inférieur au coût de bloquer un thread platform, de le retirer de son cœur et de faire un context switching en fait. Un context switching, c'est pas loin d'être des millisecondes. Là, on est dans des mouvements de mémoire de la stack vers la heap et retour. Donc on est sur des performances qui n'ont rien à voir, qui sont de l'ordre de la microseconde, donc on gagne également un facteur 1000 sur le fait de bloquer un thread virtuel. Et donc bloquer un thread virtuel, ça devient pas cher. Je vous remonte ce code-là. À quoi ça va me servir d'écrire du code non bloquant si bloquer devient pas cher? Je m'exécute sur des threads virtuels qui sont pas chers en temps de création, pas cher en consommation mémoire, et en plus je peux les bloquer, ça me coûte pas cher non plus. À quoi ça va me servir d'écrire du code non bloquant? Ok. Réponse, à rien. Je vous invite à aller, elle est très intéressante cette interview de Thomas Langer, qui est un des développeurs d'un framework qui s'appelle Elidon. Ok. Et ils ont entièrement reprogrammé Elidon sur les threads virtuels. Alors, en HTTP2, je ne sais pas si vous connaissez HTTP2, HTTP2, vous avez un canal de communication, puis vous avez des sessions à l'intérieur de ce canal de communication. Et au début, ils avaient fait un thread virtuel pour le canal, et puis du code asynchrone non bloquant pour les différentes sessions à l'intérieur du code HTTP2. Et ils se sont rendus compte que les performances n'étaient pas terribles, donc ils ont reprogrammé même cette partie-là en utilisant des threads virtuels, un thread virtuel par session, et se sont rendus compte qu'ils avaient des performances nettement meilleures. C'est ce qu'il explique dans une des interviews du podcast dont je vous ai parlé en tout début de présentation. Si vous avez sur inside.java/podcast, vous allez trouver le podcast, et ce qu'il dit est vraiment, c'est édifiant, quoi. C'est vraiment très très intéressant. Donc les gains en performance qu'on a avec ces threads virtuels font que on n'a plus besoin d'écrire le code du bas, là, ce code difficile à comprendre, difficile à lire, et notamment impossible à tester. La bonne nouvelle, c'est que ces threads virtuels ont été intégrés au JDK 21. Donc ils ont été intégrés il y a déjà un mois, un mois et demi. Donc j'ai pas vérifié sur les dernières versions Early Access, mais je pense qu'on les a déjà. Et donc ça veut dire que ce sera une version finale du JDK 21. Alors, je vais vous montrer comment. Je vais vous faire une petite démo sur ces threads virtuels. Donc il va falloir que je repartage mon écran. Voilà. Ok. Donc normalement, vous devriez à nouveau voir mon IDE avec du Spring Boot. Alors, je ne vais pas commencer exactement par Spring Boot. Je voudrais vous montrer d'abord comment est-ce qu'on peut démarrer un thread virtuel. Voilà. Donc j'ai une tâche. Ma tâche, c'est toujours mon runnable. Ok. Là, je démarre un thread platform. Je vais juste copier ce code-là et le coller ici. Ça, c'était 2. Voilà.
Et là, je vais juste remplacer ça par off virtual, une started task. Et ça va me créer un thread virtuel. La classe thread virtuel, elle étend la classe thread. Simplement, elle n'est pas publique. Je peux vous le montrer. Hein. Virtual thread. Voilà. C'est une classe finale. Vous voyez qu'elle n'est pas publique, donc je ne peux pas interagir directement avec elle. Mais par contre, je peux récupérer un thread virtuel au travers des méthodes factory que j'ai là. Voilà. Et si j'exécute ce code-là, j'espère qu'il ne va pas me faire de misère. Je suis en train d'utiliser le JDK20. Donc le JDK20, il a besoin de dire, c'est encore de la preview dans le JDK20. Vous voyez qu'ici, j'ai mon thread virtuel classique. Ok, c'est le thread numéro 22. Voilà. Et ça, c'est mon thread... Pardon, ça, c'était mon thread plateforme, excusez-moi. Et ça, c'est mon thread virtuel. Et vous voyez que ça se passe exactement comme je vous l'ai dit. J'ai un thread virtuel, qui est le numéro 23, qui s'exécute au-dessus d'un thread plateforme qui est pris dans le fork join pool 1, mais j'en ai qu'un. Et là, c'est le thread worker 1. Donc si j'en crée un autre, j'aurai worker 2. Ok. C'est pas le même que le common fork join pool qui est utilisé pour les streams parallèles. C'est encore un autre fork join pool, celui qui est utilisé pour les threads virtuels. Donc créer un thread virtuel, c'est vraiment, c'est super simple. Mais en même temps, on n'a pas besoin de le faire parce que normalement, on ne crée pas de thread à la main. Ça, c'est juste pour voir comment les choses fonctionnent et pour travailler un petit peu avec. Ok. Je vais vous faire une autre démo. Donc ici, je me crée, alors là j'ai un stream branch, ça c'est parce que c'est comme une boucle. Hein. Ce sera peut-être plus clair avec une boucle d'ailleurs. Et puis là, je crée un thread virtuel, unstarted, avec tout ça. Ça c'est mon runnable. Je vais le mettre un peu plus petit. Voilà, pour qu'on voit bien. Et dedans, qu'est-ce que je fais? Pour le thread qui est à l'index 0, j'affiche le thread courant. Et puis là, je vais le bloquer pour 20 millisecondes. Donc ça, c'est un peu comme si je faisais une requête sur l'Internet. D'accord? Pendant 20 millisecondes, je vais bloquer ce thread. Et puis, je réaffiche le même thread et je regarde uniquement le thread qui est à l'index 0. D'accord? Là, j'ai qu'un seul thread, hein, donc ça ne change rien. Mais voilà. Et puis après, je fais juste un start et puis je fais un join. Donc, je vais exécuter ce code-là. Et là, vous voyez, et puis je vais même multiplier les choses, vous voyez, vous savez quoi? Je vais le rebloquer. Et encore une fois. Donc là, ce truc-là, je vais le relancer. Là, on va voir 4 fois que mon thread virtuel, qui est le thread 22, il s'exécute sur le worker 1, donc le premier thread du fork join pool numéro 1. Et puis je vais faire la même chose avec 2 threads. Voilà. Et là, vous voyez que quand j'ai 2 threads, donc j'ai 2 threads que je lance, que je bloque, que je relance, que je rebloque, que je lance, que je rebloque, etc. Je regarde juste le premier. Vous voyez que là, il y a un coup, il n'est pas revenu sur le même worker. Donc ça, c'est la mécanique que je vous montrais tout à l'heure. D'accord? Le fait de le bloquer, la méthode sleep, la continuation détecte que le thread est bloqué, elle va passiver ce thread dans la heap. Et quand le truc est débloqué, donc quand il y a le signal qui arrive, ça y est, les 2 millisecondes que je l'ai bloqué pour combien de temps? 20 millisecondes. Quand les 20 millisecondes sont écoulées, là, il revient dans la file d'attente du worker 1, mais le worker 1, il était déjà en train de faire quelque chose, il devait bosser pour l'autre thread. Hein. Et le worker 2, lui, faisait rien, donc le worker 2, il est allé faire son marché dans la file d'attente du worker 1. D'accord? Si j'en mets 100, ok, là, vous voyez que maintenant, il saute beaucoup plus. 1, 2, 8, 5. Pourquoi? Parce que j'ai 100 threads qui se partagent les 12, je suis sur une machine qui a 12 cœurs, donc qui partagent les 12 threads que j'ai sur mon laptop. Ok. Je peux en mettre 1000. Hein. Je vais en mettre 10 000. Voilà. 10 000, ça dépasse déjà le nombre de threads plateforme que je peux lancer sur cette machine. Alors ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a quand même un petit peu de contention. Ok, mais vous voyez que bon, finalement, ça se passe bien. Je vais essayer 1 million. Voilà. 1 million de threads virtuels, je devrais pas avoir de problème. Hein. Et là, j'ai pas de problème. Il y a des gens qui font des démos comme ça en lançant plein de threads plateforme. Et puis leur machine est tellement chargée par 2000 threads plateforme que ça les déconnecte de, de leur session Zoom. Là, 1 million de threads virtuels, que ce soit en mémoire ou en nombre de threads, il n'y a pas de problème.
vous voyez que je peux lancer 1 million de threads virtuels sans vraiment de difficulté sur un laptop c'est un laptop, hein, c'est pas un serveur haut de gamme. Hein. J'ai pas de problème. Je vais vous montrer combien de threads plateforme j'ai besoin pour exécuter 1 million de threads virtuels. Donc ça, c'est le même code que tout à l'heure, sauf que là, j'ai ce machin-là, ici, comme ça, qui m'analyse en fait cette chaîne de caractères-là, pour aller chercher le nombre qui est là. Et d'ailleurs, ce code, il est buggé, là. Comment ça s'appelle, l'expression régulière, elle est pas bonne, mais à la limite, c'est pas grave. Je vais le lancer quand même. Vous allez voir que, donc là, je fais juste un slip sur 2 millisecondes. Et vous voyez que même lancer 1 million de threads, récupérer les noms par des expressions régulières. L'expression régulière, c'est pas un calcul anodin, hein, quand même. Il y a pas mal de choses qui se passent. Bon, bah, ça a pris 5 secondes pour lancer le million de threads. Chaque thread bloque pendant 2 millisecondes. OK. Et puis, j'ai de la concurrence d'accès parce que tout ça, je le mets. On va vous montrer ici. Tout ça, je le mets dans un set concurrent. Donc là, c'est pareil, j'ai un peu de contention sur ces trucs-là. J'ai quand même 1 million de threads qui attaquent ça en même temps. Hein. Et tout ça, ça se passe bien. Alors là, le 9, il n'est pas exact en fait. Hein, ça devrait être un 12. Mais ce million de threads virtuels, il a juste besoin de 12 threads plateforme pour s'exécuter. Donc là, le contexte switching, il est vraiment réduit au minimum puisque j'ai autant de threads plateforme que j'ai de cœurs sur mon processeur. Hein. Voilà, le nombre de cœurs, il est là. Et je l'interroge avec ce truc-là ici. Voilà, c'est runtime get runtime available processor. Voilà. Donc, au niveau technique, moi qu'on puisse dire, c'est que ça marche plutôt bien en termes de performance. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce que Spring Boot, par exemple, ça c'est du Spring Boot 3, peut se configurer avec des threads virtuels. Il y a un exécuteur service qui est celui-là. Alors celui-là, c'est pour les tâches asynchrones. Celui-là, c'est pour les tâches synchrones. Donc pour l'instant, je vais interrompre ce... Je ne vais pas configurer Spring Boot pour qu'il utilise ça. Donc je vais dire à Spring Boot, OK, exécute-toi. Voilà. Donc Spring Boot s'est lancé. Ce code donne mal à la tête. Je ne sais pas lequel. Je suis désolé de te faire mal à la tête. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, donc ça c'est un Chrome, OK. Et donc ça c'est la magnifique page qui est servie par Spring Boot. Il y a deux choses que je voudrais vous montrer dessus. C'est d'abord le thread courant. Vous voyez que le thread courant là c'est un thread plateforme. Donc ce service il affiche juste le thread courant. OK. Et si je rafraîchis ce truc là, 17, 18, 20, 19, 16, 21, 22, 13, 15, 14, 18. Oui, 18, le thread 18, je l'ai déjà vu. Okay. Là, je suis dans un pool de threads, plateforme, qui a un nombre de threads limité, et chaque requête est gérée par un thread plateforme en particulier. Et je vais vous montrer une exception, pour vous montrer la stack trace, la pile d'appel. Ok, donc ça, c'est un service qui jette juste une nulle pointeur exception. Voilà, donc nulle pointeur exception, exception. D'accord. Tout ça, c'est la stack de Spring Boot. Ok. Tout ça, c'est la stack de Spring Boot. Il y a quand même du monde hein, dedans. Et vous voyez qu'à la base du truc, j'ai javalang thread.run. Donc là, je suis dans un runnable. Et ce runnable, il est exécuté par un thread platform qui est appelé sa méthode run. Alors, je vais retourner dans mon IntelliJ. Je vais pas vous remontrer parce que le partage, ça prend un peu de temps. Je vais juste activer le bin Spring Boot. Oh, quoi que je vais vous refaire le partage. Si. Pardon, je vais retourner là. En fait, ça prend pas tant de temps que ça. Voilà. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai décommenté le admin qui est ici. Et vous voyez que ce truc qui est là, ça, c'est un exécuteur service
D'accord? Donc ça me fournit une implémentation de l'interface exécuteur-service, mais qui me donne en fait un exécuteur-service qui est vide et qui me lance un thread virtuel à chaque fois que je soumets une tâche à cet exécuteur-service. Donc en fait, ça poule rien du tout. Ça lance un thread virtuel et ça le laisse mourir une fois que la tâche a fini de s'exécuter. Donc je vais retourner dans mon IDE, hop là, qui est ici. Voilà, donc ça c'est toujours pareil. Je vais regarder le thread courant, et là vous voyez maintenant que mon thread courant c'est un thread virtuel. D'accord, 29, 30, 31, 32, 33, etc. Et mon thread virtuel, il n'arrête pas de s'incrémenter. Pourquoi? Parce que mon exécuteur service, en fait, ce qu'il fait, c'est que chaque fois que je lui soumets une tâche, il crée un nouveau thread virtuel et il le laisse mourir. Encore une fois, pouler des threads virtuels, l'intérêt c'est 0. Hein. Faut pas le faire. Ça sert à rien. Et je vais vous montrer la stack trace avec ma nulle pointeur exception. Donc ça, c'est toujours la même chose. Ça, c'est mon code à moi qui fait throw new nulle pointeur exception. D'ailleurs, même pas, il fait throw nul. Si vous faites throw nul, ça vous fait une nulle pointeur exception. Ça, c'est exactement la même stack trace que la précédente. Jusque là, je pense. OK. Ça, c'est Spring Boot. Et tout à fait en bas, bah, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez cet objet continuation qui est ici, qui gère le lancement du thread virtuel. Je vais mettre plus gros, parce que c'est juste ça que je vais vous montrer. D'accord? Enter, Enter 0, ça c'est du code natif. Et au-dessus, vous avez le lancement de votre thread virtuel. Dans votre stack trace, vous ne voyez plus le thread platform, parce qu'en fait, il n'est pas vraiment là. Enfin, il est là, mais il est en dessous. Et donc, on ne le montre pas. Donc, un framework comme Spring Boot, et j'ai envie de dire, il est prêt pour les threads virtuels. Le jour où Java 21 sort, si vous voulez faire du Spring Boot avec des threads virtuels, bah vous pouvez. Et vous pouvez, j'ai envie de dire, laisser tomber votre code non bloquant parce que vous n'en avez plus besoin. Voilà. Voilà comment fonctionnent les threads virtuels. Alors, je vais essayer de revenir sur les slides. Voilà. Nous y sommes. Donc, en principe, vous devez être de nouveau sur les slides. Donc, maintenant, donc ça, c'est les deux patterns de code que je vous ai montrés. Hein. Voilà. Le fait d'avoir ces threads virtuels, ça veut dire que la façon dont on va programmer les choses va évoluer également. Et dans Loom, il y a deux autres parties que les threads virtuels. Il y a une autre partie qui s'appelle la concurrence structurée. Et ça, c'est un nouveau modèle de programmation concurrente pour faire de la programmation concurrente. Et il y a un nouveau modèle pour les variables thread locales. Ok, les variables thread locales, il y a une question là-dessus tout à l'heure. Donc, les variables thread locales fonctionnent, mais on peut mieux faire. Qu'est-ce que c'est que la concurrence structurée? La concurrence structurée, c'est un nouveau modèle de programmation, j'ai envie de dire asynchrone, mais qui s'appuie plus sur les callbacks, qui est complètement différent, et qui est adapté au fait que je peux me retrouver avec des centaines de milliers, voire des millions de threads virtuels dans mon application. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein, y compris les IDE. Les IDE, la petite fenêtre qui, normalement, est là pour afficher 20 threads, si vous lui mettez 1 million de threads dedans, à supposer qu'elle continue à fonctionner, vous allez avoir besoin d'outils pour vous y retrouver. Hein. Voilà. Loom définit un objet qu'on appelle le Structured Task Scope, d'accord, qui est en fait une espèce de pool de threads, sauf que ça poule pas de threads. Vous pouvez soumettre des tâches, donc c'est un peu comme un exécuteur service. Mais par contre, ça poule rien, ça exécute votre tâche dans un thread virtuel qui est créé à la demande, en fait, évidemment. Dans quel contexte il devient intéressant d'utiliser les threads plateformes au lieu des threads virtuels? Alors ça, c'est une excellente question. Je vais prendre un petit peu de temps pour y répondre. Vous voyez que lancer un thread virtuel, du point de vue du calcul, c'est un peu plus de travail que de lancer un thread plateforme. Okay, il y a une surcharge, il y a un overhead. Donc ça veut dire que si vous essayez d'exécuter une tâche qui ne bloque pas, qui n'exploite pas ce mécanisme de continuation, etc., excusez-moi, qui ne bloque pas, comment ça s'appelle, qui n'exploite pas ce système de continuation,
bah, essentiellement, vous n'allez rien gagner à utiliser un thread virtuel par rapport à un thread plateforme. Et donc, vous payez un surcoût, mais d'un autre côté, vous n'économisez rien. Donc, si vous avez uniquement du calcul en mémoire à faire, utiliser un thread virtuel, c'est pas utile. Utiliser des threads virtuels pour faire du calcul parallèle avec des streams parallèles, vous allez diminuer vos performances. Okay, les threads virtuels ne sont pas faits pour faire du calcul en mémoire. Le thread main, c'est pas un thread virtuel. Les threads du garbage collector, qui font du travail en mémoire, c'est pas des threads virtuels. Les threads des compilateurs just-in-time, c'est pas des threads virtuels. D'accord? Les threads virtuels, c'est vraiment pour les tâches bloquantes. Pourquoi? Parce que dans cette mécanique que je vous ai décrite, qui se met en place quand vous avez une tâche qui est bloquante, à ce moment-là, vous économisez énormément de temps et de ressources. Vous économisez un facteur 1000, grosso modo. Donc l'overhead que vous payez, vous le récupérez au centuple, au milluple, si tant est que ce mot existe, au moment où vous bloquez. Donc c'est ce que vous voulez faire. Ok. Utilisez les threads virtuels pour toutes vos tâches en mémoire. Oubliez, c'est pas fait pour ça. Voilà. Donc les scopes de Loom. Voilà, un scope c'est une espèce de pool de threads, sauf que ça pool pas de threads, ça crée des threads virtuels à la demande. Alors je vais vous montrer un exemple, je vais être assez rapide parce qu'il reste 10 minutes, qui est un exemple bon, très classique. Vous voulez créer une page, et sur cette page vous avez deux informations que vous allez chercher avec des requêtes HTTP différentes. Et vous avez besoin d'agréger ça. Évidemment, ça, il faut l'écrire en asynchrone. Ça, j'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Si vous écrivez tout en synchrone, vous aurez votre réponse dans 10 secondes et vos clients seront partis. Le code Computable Future qui permet d'implémenter ce truc-là, c'est celui-là. Okay, avec la gestion du timeout, éventuellement, elle est commentée là, mais vous pouvez l'activer, et la gestion des exceptions. Ça, c'est le code, j'ai envie de dire, qu'on n'a plus envie d'écrire et que les structures Tasko vont nous permettre d'éviter d'écrire. Le code que vous pouvez écrire, en plus, le vrai problème que vous voulez traiter, c'est celui-là. Okay, le code Computable Future que je viens de vous montrer, c'est une simplification. Parce que vous voulez interroger plusieurs serveurs de prix, de quotation, okay, et prendre le meilleur prix. Et puis sur le serveur de météo, bah, vous avez une autre règle métier qui est « je veux la première des météos ». Parce qu'a priori, elles sont toutes équivalentes. A priori. Si vous voulez le faire en concurrence structurée, ça va vous donner ça. Vous avez un premier scope pour vos requêtes météo. Vous forquez vos tâches de requêtes qui sont bloquantes. Ça va bloquer les virtual threads, mais ça on s'en fiche, c'est pas cher. Vous appelez join, le join va vous rendre la main quand vous avez un résultat. Et le weather scope, il fait ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Et après, vous allez récupérer la météo que vous avez. Et ce pattern-là, c'est toujours le même. Fork, 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 vous forquez vos tâches. Join, vous attendez que le résultat soit dispo. Et après, vous exploitez votre résultat. Et vous voyez que cet objet scope, votre exécuteur service, il est attaché au cycle de vie de votre application. Pourquoi? Parce que créer des threads, c'est coûteux. Créer des virtual threads, c'est pas coûteux. Donc votre objet scope, il n'est pas attaché au cycle de vie de votre application. Il est attaché au cycle de vie de votre requête. Vous avez une requête météo à faire, vous créez un objet scope, vous faites votre requête, et vous laissez mourir votre objet scope. Il est dans un try with resource, le scope. C'est une variable locale. Ok? Sur la quotation, exactement le même pattern. Et ça, moi, j'aime bien ça. Le moins de patterns j'ai dans mon application, et le mieux je me porte. Pourquoi? Parce que ça rend votre code tellement plus lisible. Quand vous avez juste un ou deux patterns qui est utilisé partout. Vous comprenez immédiatement ce que ce code-là fait. Et là, c'est pareil. Fork, 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 join, vous récupérez le résultat. Et pour votre page globale d'accueil, pareil. Fork, fork sur la météo et sur le prix, join, et vous construisez votre page. Et vous voyez que le get first weather, il va lui-même créer un scope. Et le get best quotation, il va aussi créer son scope. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la concurrence structurée. Vous avez un premier scope pour la construction de votre page, et autant de scopes que vous avez d'informations atomiques sur cette page, d'informations élémentaires, disons. Et si vous faites un shutdown sur le scope du haut, automatiquement, ça va faire des shutdowns sur tous les scopes qui ont été générés par ce scope. À l'intérieur de ce scope, vous avez une méthode à surcharger qui s'appelle handle complete, qui est en fait un callback sur les futures qui sont générés par la soumission de vos tâches. Okay.
Alors en fait, c'était des futures dans la version 20, dans la version 21, parce que Structured Concurrency va devenir une version preview en 21. C'est plus un objet future, c'est un objet task handler, donc le type a été changé. Et donc ce pattern-là va être à évoluer déjà. Il n'est pas encore tout à fait dispo, donc j'ai pas encore mis ce slide à jour. Mais cette méthode handle complete, elle sera toujours là, et son fonctionnement, grosso modo, l'idée de son fonctionnement va être la même. Et qu'est-ce que je fais là-dedans? Bah, si mon future a généré un résultat, je l'accumule dans une collection de quotations. S'il a créé une exception, je le mets dans une collection d'exceptions. Et derrière, ma méthode base cotation, bah, c'est juste l'exploitation de cette collection avec un bed stream. Et avec là, j'ai un code qui est super simple. Ça, c'est du code impératif. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a quelque temps, c'est du code ennuyeux, boring code. Bah oui, c'est du code ennuyeux. Mais dans ennuyeux, il y a facile à comprendre. Donc on peut se concentrer sur autre chose, comme le métier par exemple. Et pareil pour la création de l'exception. Voilà, 3 lignes de code, je crée mon exception. Et là, je crée une exception mère, j'utilise la mécanique des suppressed exceptions. Et dans cette exception mère, je vais avoir l'intégralité des exceptions qui ont été jetées par tous mes futures. Voilà. Au niveau des scope values, quelques mots sur les scope values. Les scope values, c'est le modèle qui est là pour mettre à jour le modèle de variables thread locales. Okay. Les variables thread locales sont supportées par les threads virtuels. Donc, si vous avez des threads locales dans votre application, premièrement, essayez de les supprimer. Deuxièmement, ça va marcher quand même. Comment fonctionnent les scope values? Ça, c'est le code de fonctionnement des scope values. Donc, vous aurez le code avec les slides, évidemment. Vous créez une variable scope values, license key, avec new instance. Vous créez une tâche, ça c'est la tâche qui va s'exécuter. Et après, vous définissez la valeur attachée à cette scope values pour le contexte de l'utilisation de cette tâche. Là, la première exécution de cette tâche, j'ai fixé aucune valeur pour license key. Et donc, ce que ça va m'afficher, c'est unbound. Si je regarde la deuxième exécution, donc where key égale key1, en fait, c'est ce que me dit cette méthode where, à ce moment-là, l'exécution de cette tâche se fait dans le contexte où j'ai donné la valeur key1 à cette scope value. Donc, si vous exécutez ce code-là, ça va vous afficher key1. Et pour la deuxième exécution, bah là, j'ai donné la valeur key2, donc ça va afficher key2. Et pour la quatrième exécution, là, j'ai à nouveau pas fixé de contexte, donc ça va rien afficher, ça va m'afficher unbound. OK? Et vous voyez que là, la grosse différence avec les threads locaux, je n'ai créé aucun nouveau thread. Tout s'exécute dans le thread main. Si vous copiez-collez ce code dans une méthode main, ça va être créé dans un thread main. Donc la portée d'une variable scope value, elle est bien mieux délimitée que la portée d'une variable thread locale. Si vous créez un thread local et que vous êtes dans un exécuteur service, vous avez intérêt à bien appeler remove une fois que vous avez terminé. Parce que sinon, quelqu'un d'autre qui va s'exécuter dans le même thread que vous, mais dans une autre requête HTTP qui n'a rien à voir avec la vôtre, va pouvoir récupérer les données que vous aurez attachées à ce thread local, ce qui serait quand même un petit peu embêtant. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est bien mieux défini, qui est beaucoup mieux, qui est bien mieux borné, j'ai envie de dire, et qui est surtout indépendant des threads. Voilà. Alors après, il y a vous savez que quand on fait les threads locaux, il y a la question de la transmission du thread local, de la valeur de votre thread local au thread que vous générez. Là, il y a un comportement avec les scope values qui est le suivant. Si le thread, si le runnable, la tâche que vous avez créée, crée elle-même des threads à la main, avec new thread, thread of platform ou thread of virtual, les scope values sont pas transmises à ces nouveaux threads. En revanche, si votre tâche crée des structures de task scope qui eux-mêmes créent des threads, à ce moment-là, les threads virtuels des structures de task scope auront accès aux variables, aux valeurs que vous avez liées à vos scope values. Voilà. Tout ça, c'est de la preview. Structure de concurrency et scope value, c'est de la preview. Ça, c'est le plan pour le JDK 21. Les virtual threads sont en version finale dans le JDK 21, donc ça, c'est quand même la grande nouvelle, j'ai envie de dire, et l'excellente nouvelle. La concurrence structurée, les scope values, c'était des fonctionnalités en incubation dans le JDK 20.
ce sera en preview en 21. Alors le principal changement, c'est que le package des classes change. Parce qu'en incubation, vous êtes dans JDK Incubator concurrent, en l'occurrence. En preview, on sera dans les packages finaux de l'API. Et a priori, en 22, il y a déjà des plans pour la 22, au moins pour la concurrence structurée. Donc a priori, pour la 22, ce sera toujours de la concurrence. La concurrence structurée sera toujours en preview. Voilà. Loom est un projet génial. Ça fait 5 ans, 6 ans que les gens travaillent dessus. Loom, c'est plus de 100 000 lignes de code modifiées dans la JVM, dans le JDK et tout ça. Donc c'est un projet vraiment énorme et c'est un projet qui est ici.